qu'au petit matin, vous vous souvenez de vos rêves? Ah ben, pas toujours. J'aimerais bien. Alors, il paraît que même si on ne s'en souvient pas, on a forcément rêvé. Je sais pas, j'avais lu ça quelque part. Mais j'ai des rêves qui m'ont marqué. D'ailleurs, il y en a un qui est, enfin, toujours surréaliste. Le premier, je l'évoque souvent. C'était plutôt un cauchemar. Du reste, je m'étais réveillé en pleurs. Je me souviens même que ma mère, pour me consoler, m'avait fait une banane écrasée parce que c'était une sorte de plat d'enfance qui me rassurait. Et j'avais rêvé d'un perroquet avec du rouge à lèvres, ce qui est un petit côté Max Ernst, hein, justement, oiseau. Et le deuxième rêve qui me revient, c'est je déjeunais avec mon père en tête-à-tête, alors qu'il était mort depuis quelques semaines, donc c'était assez frais, et j'étais très surpris finalement de la réalité de la situation, et j'avais envie de lui dire, mais en fait, tu n'es pas au courant, mais tu n'es plus de ce monde. Mais je ne voulais pas lui dire parce que ça aurait gâché le moment. Et je trouve ça merveilleux, les rêves, et c'est ce que j'apprécie surtout dans le surréalisme, c'est cette incursion finalement du rêve et de tout ce qui est possible dans la réalité. Et qui donne toujours des situations. Qu'est-ce que c'est? C'est une main qui se tend? Ah, c'est vrai. Bonsoir. Vous le faites à chaque fois? Ben oui, quand même. À un moment, je dis bonjour. Oui, d'accord. On est vraiment post-Covid alors. Ouais, exactement. Là, c'est peut-être trop. Les gestes barrières sont exposés. Alors, oui, c'était l'une des questions que j'allais vous poser. La deuxième, et vous avez tout de suite enchaîné. Est-ce que vos rêves sont surréalistes? Parce que nous sommes au Centre Pompidou devant un manuscrit exceptionnel. Ben voilà, je crois que c'est la raison pour laquelle cette rétrospective a lieu, puisque je crois que c'est le centenaire du surréalisme, donc visiblement en 1924, il y aurait une sorte de manifeste, de texte fondateur. Alors après, moi, tout ce qui est dogme, écriture, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu parfois, enfin, un peu trop réglé, un peu trop, ça m'emmerde un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir... Non, c'est-à-dire que toute la démarche, je sais que Breton, c'était un petit peu le gardien du temple, et ça, c'est quelque chose qui m'amuse moins. Alors, c'est important, hein, évidemment, parce que c'est ce qui permet on va dire, de donner corps au mouvement, et de le faire exister. Mais moi, ce qui me plaît avant tout... Le livre ne vous plaît pas forcément? Alors, la Bible des surréalistes. Alors, je lis justement, j'aime les romans, mais tout ce qui est... c'est intéressant parce que finalement, tout ce qui est censé se rapprocher du réel, c'est-à-dire les biographies, moi j'aime les biographies romancées, parce que je pense que, comme on dit, il ne faut jamais gâcher la réalité, gâcher une belle histoire. C'est exactement ça. Donc moi, là, les écrits, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Ce que j'aime, c'est tout ce qui est de l'ordre de la peinture, de la photo, du cinéma, de la musique, parce que... C'est ici que ça se passe. A priori, c'est là. Ah, et maintenant, c'est là. Ils sont coquins. Je vous suis. Et Riyad nous suit. Je ne voulais pas présenter Riyad. C'est vrai, si. Alors, on va pas se mentir, on s'est présenté avant que l'émission commence. C'est vrai. Voilà, on va le refaire. Est-ce que je peux avoir la main de Riyad dans le champ? On la voit? C'est bon? Il n'a pas le bras assez long? Si, on la voit. Bon. Bonjour Riyad. C'est un homme qui pèse, Riyad. Je sais, qui a failli tomber, m'a-t-on dit. Et c'est un petit peu Mais alors, si vous voulez... C'est l'enjeu de chaque émission, c'est de savoir... Le problème, c'est que la caméra est très bien réglée. Ouais. Donc, même s'il a un petit mouvement, hop... J'ai déjà vu, regardez la fluidité des mouvements, on a l'impression qu'on est sur des roulettes. Et non, c'est Riyad. C'est Riyad qui feule, qui comme ça traverse l'espace comme le vent traverse une râpe à fromage. Alors, sur quoi peut-on s'arrêter? Alors déjà, ça c'est très intéressant parce que il y a des dessins de Victor Hugo. Les gens ne connaissent pas l'œuvre graphique de Victor Hugo, et je vous engage à aller il y a la maison de Victor Hugo qui est place des Vosges, où il y a quelques-uns de ses dessins. Moi, j'ai un livre, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez entre mystique, symboliste, et ça confine au surréalisme. Beaucoup comme ça de tachisme, de choses un peu abstraites, mais en même temps, il y a toujours quelque chose qui raccroche à un élément réel. Et je trouve qu'il est très méconnu en tant que peintre, et je trouve ça très, très beau. Alors, pour être honnête, c'est pas mon préféré de Victor Hugo, mais il y a des choses très, très, très belles. Des trucs aussi un peu gothiques qui rappellent Notre-Dame et tout. Il faut aller voir, c'est très, très beau. Et alors ça, c'est un portrait que j'adore, mais pour une raison qui n'a rien à voir avec le thème de l'expo, c'est que l'un de mes livres préférés, c'est À rebours de Huysmans, et à l'époque, la couverture folio, donc c'est Odile Rondon,
avait pris ce portrait pour illustrer donc, la couverture. Et comme c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, forcément Vous n'êtes pas ennuyé? Alors je sais, à rebours, c'est soit on passe à côté, soit ça devient une religion. Et moi, je fais partie des adeptes Mais Huysmans, je dois dire que j'ai essayé d'autres romans. On est au-delà de l'ésotérisme. Et on est dans le surréalisme ou pas? Quoique celui-là, avec la tortue et il y a des trucs quand même, les diamants sur la tortue. C'est quand même assez dingue. Moi, c'est ce qui m'a fait. Et puis il y a une scène d'anthologie où il décrit sa visite chez le dentiste, comme ça devait se passer à l'époque, parce que je crois qu'on est. Je crois pas que ce soit le 19e, je crois que c'est début 20e. Et il raconte comment il se fait arracher ses dents et comment ça gicle et tout. Et c'est sur 3-4 pages, c'est à mourir de rire. Ah, alors ça nous parle. Dora Maar. Oui, mais surtout le thème. Ah oui, alors, ne dévoilons rien. Ah bon? Oui, mais... Ne pipons-nous davantage. Oui, mais peut-être qu'il peut y avoir des indices. C'est vrai. Pour expliquer la suite de notre soirée. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous êtes un humoriste surréaliste? Est-ce que ça existe déjà? Parce qu'on y a des peintres, il y a des écrivains et un humoriste. Oh, je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Après, moi, en tous les cas, c'est vrai que dans mon spectacle, Rodolphe, le dernier en l'occurrence, il y a beaucoup d'absurde. Et l'absurde, ce qui est comme ça, un peu déconnecté parfois de la réalité qui échappe au raisonnement, c'est un peu... voilà. Vous voyez, moi, j'aurais presque dit que c'était le moins surréaliste, parce que les autres, vous avez des personnages qui sont des fois, parfois, complètement... Oui, mais à partir du moment où il y a un personnage, on sait que c'est une sorte, comment dire, c'est un concept qui dit, voilà, on n'est pas dans la réalité. Ce qui est le plus intéressant, c'est de s'adresser aux gens, de leur parler de choses au premier degré et de faire des incursions là-dedans et des choses qui partent un peu dans tous les sens. Mais pour revenir en tous les cas, au surréalisme et à mon spectacle, en fait, ce qu'il y a de commun, si tant est qu'il y a quelque chose de commun, c'est qu'il y a quelque chose... Enfin, moi, ma volonté, c'est de faire rire. Et ce que j'aime dans le surréalisme, c'est que c'est le premier... Enfin, à mon sens, je crois, le premier mouvement où il y avait quand même cette idée de un peu, dérouté. Alors encore une fois, ça c'est peut-être parce qu'on est en direct et il y a quelqu'un qui me regarde. Un petit message. Ce serait pas mal. On salue qui? Ah oui, je te vois. Ouais. Moi, c'est ma grand-mère qui m'envoie ça généralement. Je vais me mettre en mode avion, non? Mais c'est drôle. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Magritte, je trouve ça formidable. Je trouve ça, moi, ça me fait rire. Mais même ça. Puis alors, moi, je parle beaucoup de Gand-Mappa. Bon, là, on n'est pas dans le Gand-Mappa, mais ça rappelle un peu le Gand-Mappa. Donc, je suis obnubilé par le ménage. Chirico, celui-là, il est très, très, très... Ça, j'aimerais bien faire la vaisselle avec ce tableau dans ma cuisine. Enfiler mon gant à vaisselle et... Ça motive. Ça motive, ouais. Le centre Pompidou. Vous savez que c'est peut-être la dernière fois que vous y venez avant 2030, hein? Ah oui, il paraît que ça va fermer dans 1 an, c'est ça? Ouais, en 2025 en tout cas. Alors Riyad, ne filmez pas trop de dos parce que j'ai un départ de calvitie. C'est bon, il filme les œuvres, hop, c'est bien. Et voilà, clac. Ça me donne le temps de me retourner. D'ailleurs, je vais peut-être faire toute l'émission en fait comme ça pour ne jamais être de dos. Non, qu'est-ce que... Ça, je trouve ça, voilà. Alors là, il y a Dorothea Tanning, moi j'adore. Alors, c'est moins drôle que Magritte, parce qu'il y a quelque chose de souvent plus étrange, dans le sens inquiétant. Mais je trouve que c'est une artiste, et on va voir une œuvre qui est très connue. C'est une artiste, alors je crois que c'était la compagne de Max Ernst. Et voilà, là, il y a quelque chose de très troublant. Ces portes, évidemment, qui s'ouvrent à l'infini. Ouais. Elle ouvre une porte, il y a une porte derrière, là, puis bon, c'est une mise en abîme. Cet animal qu'on n'arrive pas trop... à situer avec son nez de cochon, un peu chauve-souris, un peu aigle, je sais pas, une queue de rat, des griffes de chat. Et puis cette femme, je sais pas, avec ses branchages, mais c'est pas vraiment des branchages. La nudité, il y a aussi beaucoup de gens qui vont bien ce soir. Ah non, c'est la même personne qui répond à notre réponse. Non, en fait, c'est parce que j'avais pas cliqué le téléphone qui me remet le même. Ah oui, qui renvoie. On vous salue, monsieur ou madame. Ah ben voilà, je parlais tout à l'heure du perroquet avec le rouge à lèvres. Et là, l'oiseau est est quand même un animal qui revient beaucoup. Évidemment là, chez Max Ernst, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose chez l'oiseau qui doit...
susciter, je sais pas, c'est l'envol, c'est l'étrangeté, c'est l'oiseau de nuit, c'est le rapace, il y a quelque chose de pas... On n'arrive pas à attraper finalement l'oiseau, c'est ça qui... Enfin, je dis ça, moi. Attends, je crois que les gens l'ont compris, mais vous êtes un passionné d'art. Vraiment. Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est des moments... peut-être parce que, comme je suis agnostique, athée, peut-être que je trouve, on a toujours besoin un peu d'un refuge pour trouver une sorte de sérénité, de regarder un truc un peu totémique, un peu. Et moi, surtout la peinture, c'est quelque chose qui me... Voilà, moi, voir ça, à la fois, je trouve ça très drôle, très surréaliste, évidemment. Ça, c'est ce que j'aime aussi chez Magritte, c'est que parfois, il y a des trucs un peu laids dans les couleurs, un peu criards, ce bonhomme un peu là-haut, là, on dirait un Télétubbies avant l'heure, ce nez, machin. Et voilà, c'est pour ça que j'aime, parce que, alors là, c'est une chance inouïe, parce que là, évidemment... Vous avez le musée pour vous. J'ai le musée pour moi, donc j'ai l'impression d'être Lady Gaga qui a fait un caprice et qui a dit « I want to visit Pompidou Center ». Voilà. Mais alors, justement, l'art, c'est une vraie question. C'est pas toujours très accessible, surtout l'art contemporain. Mais c'est pour ça que je me suis dit, et moi je reconnais que parfois, il n'y a pas une, comment dire, on impose un peu les choses comme quelque chose de, enfin l'art, je veux dire, comme quelque chose à partir du moment où c'est institutionnalisé, où c'est dans un musée, il n'y a pas le droit au débat presque. Alors, personne n'a la légitimité finalement de remettre en cause, de dire ce qui est... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il faut parfois comprendre si des gens ne sont pas sensibles, ou sont même déroutés, ou choqués. Je pense que la pire des réponses qu'on peut leur envoyer, c'est bah, « vous ne comprenez pas » ou « vous êtes trop con ». Il y a, je pense, beaucoup d'œuvres où on a besoin d'un cheminement parce qu'il y a quelque chose de plus, peut-être de plus conceptuel, de plus réfléchi. Et puis il y a des choses qui sont plus de l'ordre plastique où il y a un effet immédiat. Et puis moi, ce que je trouve formidable, on a l'impression que c'est l'art des snobs, vous voyez. Oui, mais ça, c'est un peu la caricature. Oui, parce que, oui, mais je pense que ça repousse certaines personnes qui n'ont pas forcément accès. Et la pire des choses, je pense, c'est de leur dire bah, vous n'avez pas compris. Il y a quelque chose de. C'est comme dans le film Le goût des autres. Tout d'un coup, il y a ce type un peu bourge, conservateur, qui a une sorte d'épiphanie devant un tableau. Mais je vous garantis que quelqu'un qui connaît, il n'y a pas besoin de connaître, il peut avoir un choc, et même parfois, devant un monochrome, un truc très. Comment dire, très, pas du tout consensuel, très radical, voilà, je cherchais le mot. On ne sait pas pourquoi, c'est peut-être le moment, le truc, un truc qui arrive. Mais alors moi, c'est peut-être aussi parce que ma mère était peintre, elle a peint, donc j'ai été sensibilisé par ça. Alors voilà, ça c'est mon œuvre préférée. C'est Dorothea Tanning. C'est une œuvre je la connais parce qu'elle existe. Chambre 202, Hôtel du Pavot. Déjà, le titre Hôtel du Pavot, c'est absolument génial. Et c'est une œuvre qui existe dans la collection permanente de ce musée. Et je trouve que là, ça rassemble tout. Parce que comme en plus, c'est pas un tableau, je veux dire, c'est tridimensionnel, c'est une installation. Donc il y a les matériaux, on a envie de toucher ce côté laineux, feutrine, le papier peint. Et puis ces corps, est-ce qu'ils sont avalés, est-ce qu'ils sont dégueulés par les murs? Ou est-ce qu'ils rentrent? Est-ce qu'ils rentrent, voilà. Il y a un truc totalement, évidemment, cauchemardesque. Et cette œuvre, moi, la première fois que je l'ai vue, et cette ampoule-là au-dessus, qui rappelle d'ailleurs un petit peu les tableaux de Bacon, parce qu'il y a souvent comme ça du plafonnier, juste cette lumière un peu qui... Et puis il y a une main qu'on voit là derrière, enfin si tant est que ce soit une main, derrière la cheminée, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a... C'est un appel à l'aide et tout. Je trouve ce truc, c'est très... Alors c'est lynchien avant l'heure, hein, on est... Et cet artiste, Dorothea Tanning, alors elle a été un peu éclipsée par son mari, puisque c'était Max Ernst, et que, heureusement, aujourd'hui, les compagnes des hommes peintres sont un peu réévaluées, enfin, à leur juste valeur. Mais ça, je trouve ça... Riyad, est-ce qu'il a bien filmé? Parce que elle me tue, cette pièce. Et lorsque Riyad va se retourner, on va retomber sur Max Ernst. Ouais, c'est d'ailleurs le... Bah ça c'est pareil, voilà. Il y a un truc... Oui, à droite, il y a un vautour. L'oiseau est quand même très présent. Et là, on est
c'est l'ogre, il y a quelque chose à la fois de violent, je sais pas, on sent le vent, on sent le mouvement. Ou une danse, presque. Oui, c'est ça, exactement. Il y a à la fois une légèreté, une gravité, parce que le personnage, l'animal, et puis le paysage au loin. Et puis bon, voilà, Dali, là, que Riyad est en train de filmer. Dali, c'est quand même beaucoup d'humour chez Dali aussi. Le personnage, déjà tellement marketé, moi je trouve ça génial. Ces gens ils ont quand même aussi inventé, je pense, la mise en scène de leur personnalité aussi, les surréalistes, pour beaucoup. Dali en premier lieu. Tiens, en parlant de Dali, vous jouez avec le grand surréaliste. Vous avez joué dans les films du grand surréaliste du moment, Quentin Dupieux. Ah oui, j'ai joué dans 2 films, ouais. Ça, c'est du surréalisme pur. J'adore son univers, et c'est vrai que la première fois qu'on s'était vus, on avait un peu échangé justement sur les passions communes qu'on avait pour des artistes, pour David Lynch aussi, que je considère comme un réalisateur qui fait... Pour moi, il y a beaucoup de comédie dans les films de Lynch. On croit que c'est juste du cauchemar, du bizarre, mais moi, ça me fait beaucoup rire, ces films. Et voilà, là, c'est pareil. Il y a des choses qui me font rire. Alors justement, on parlait de cet accès à l'art pas toujours difficile. Est-ce qu'il faut apprendre à pas trop le terme, mais le vulgariser? Ah oui. Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai tenté de faire à un moment. Je faisais un programme avec la Galerie Perrotin sur les réseaux qui s'appelait 4 minutes 17. Et c'était vraiment mon souhait. Parce que comme j'étais passionné de ça, et je me suis dit, c'est trop dommage que finalement les émissions consacrées à l'art soient un peu scolaires. Bon, on fait intervenir... Beaucoup de gens nous regardent. Oui, encore. On est regardé, hein, on est suivi. On est en direct, donc. Et trop souvent, voilà, je trouve que ce sont des émissions qui sont scolaires. Alors, soit c'est sur l'art, on va dire, traditionnel, au sens l'art institutionnel, voilà, jusqu'au 19e, même l'art moderne, tout ça, ou soit c'est des trucs qui sont très pointus sur l'art contemporain. Moi, je pense qu'il faut mixer tout ça. Il faut en parler avec beaucoup de décontraction. Il faut, oui, se dire... faut pas avoir peur de dire pour certains c'est du gribouillis, voilà. Est-ce que Achille Gorky c'est du gribouillis? Parce qu'il y a plein de gens, la grande remarque, ils disent oui, mais ça je peux le faire. Faudrait faire l'expérience. On leur apporte une toile, des tubes de peinture, on dit refais-le moi, fais-moi exactement le même déjà. Je vous assure que c'est pas possible. C'est ça c'est comme Picasso, il disait toute ma vie tout ce que j'ai cherché à faire c'est dessiner comme un enfant. C'est magnifique cette phrase, c'est ça, c'est de retrouver l'innocence. Alors on avait reçu dans l'émission Renaud Capuçon, le violoniste. Ouais. Et il nous disait, oui, moi je suis pour qu'on amène les gens vers la musique classique, mais il ne faut pas faire du populisme musical. Est-ce qu'il ne faut pas faire du populisme artistique en disant, on fait des choses faciles pour que les gens comprennent. Non, parce que il faut que le niveau reste haut quand même. Ouais, vulgariser, on peut se dire, allez, on abaisse le niveau, comme ça tout le monde comprend. Non, parce que ça c'est de la condescendance. Ça c'est de dire, on va, entre guillemets, pour les gens qui ne connaissent pas, on va leur donner du... c'est comme si on ouvrait un restaurant, on disait, moi je cuisine très très bien, je fais des trucs, ça, là, moi, forcément, je vois... Tiens, est-ce qu'on peut faire un plan, là? Qu'est-ce que vous voyez? On est d'accord que... Moi, je vois 2 ongles, 2 pouces, comme ça. Ah, 2 pouces, ouais. Non? C'est pas ça? Ouais, vous voyez quoi? Écoutez, hein, moi, je vois plus gros qu'un pouce, plus gros que 2 pouces. Mais ça reste anatomique. Je ne sais pas, mais je me demande justement ce qu'il a voulu faire. Il y a beaucoup d'érotisme dans le surréalisme. Ça ressemble plus à 1 pouce, quand même. Regardez, là, comme ça, l'ongle. Ouais. Non? Là, comme ça, les petits... Oui, ça me rassure, hein, si ce sont des pouces, alors on n'a rien à lui reprocher. Mais bon, si ce n'était pas des pouces, on n'aurait rien à lui reprocher non plus. C'est étonnant comme sujet. J'ai dessiné 2 pouces. Donc, pour revenir à ce côté un peu populiste, c'est comme si on avait Moi, j'étais chef, je faisais considéré comme être une très bonne cuisine, avec des aliments nobles, recherchés, rares et tout. Et puis on va me dire, oui, mais ça, les gens, ils ne peuvent pas comprendre, il faut faire un truc plus simple. Ah bon, alors je vais acheter de la mauvaise viande, je vais leur faire des pâtes trop cuites parce que tout le monde... Non, ce qu'il faut, c'est toujours trouver le juste milieu pour dire, voilà, on va essayer de trouver des choses qui ne soient pas prêtes à mâcher, prêtes à manger, prêtes à ingurgiter, pour rentrer et se dire, j'ai un os à ronger dans ma tête, et je vais essayer de comprendre. Moi, je suis certain qu'il y a, en particulier sur réalisme, parce qu'il y a la dimension figurative qui est importante. Je vous garantis que vous emmenez qui que ce soit ici, et d'ailleurs des enfants, ils vont être fascinés devant certains tableaux, parce que
c'est quand même, regardez Camacho là, il y a quand même, bon, oui, ça peut faire peur, mais les couleurs, regardez là ce qui se passe, on se croirait dans, c'est Alice au pays des merveilles. Donc il y a quelque chose qui nous renvoie aussi, là le Ernst, il est incroyable. Personne ne peut, alors on va passer à côté de 9 tableaux, et puis il y en a un, on va s'arrêter, on va dire, ah quand même, celui-là, il est dingue. Après, pour revenir aux trucs qui sont parfois beaucoup plus radicaux, parce que beaucoup plus contemporains, c'est aussi pour ces artistes un cheminement. C'est-à-dire que ces artistes-là, pour en arriver à faire une installation qui peut paraître, alors pour singer le truc, on va dire, bah oui, alors il a mis du gravier, et puis alors il y a aussi un pot avec son urine, et moi je dis n'importe quoi. Mais l'artiste, avant d'arriver à ça, pour qu'il soit dans un musée, pour qu'il ait eu des expos, il a fait un cheminement lui-même. Il a toute l'histoire de l'art en tête. Et c'est cette succession d'approches, de réflexions qui ont abouti à sa perception, sa vision et son mode d'expression. Donc, le spectateur, il doit faire aussi ce cheminement-là. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas... il tombe là-dessus. Il arrive sur un truc, on lui dit bah, ça, regarde, c'est formidable parce que c'est un monochrome blanc, ou je veux dire même un monochrome bleu de Klein. Là. Il va dire mais tu te fous de ma gueule, tu mets quoi? T'as mis une toile et puis tu m'as chié avec de l'indigo. Non, mais c'est pas de l'indigo, c'est le bleu Klein. Bon, je m'en fous, tu te fous de ma gueule, je peux le faire. Mais si on lui prend la main et on lui dit voilà, alors c'est les nouveaux réalistes, voilà ce qu'ils ont voulu dire, et puis avant de faire ça, il y a eu tel mouvement, et puis avant ce mouvement-là, qui a été nourri lui-même par ce mouvement, rien n'est arrivé au hasard. Bosch, quand on voit ça, Bosch aussi a apporté une contribution énorme au surréalisme, ça c'est sûr. Voilà, moi, une maison de Magritte comme ça, c'est magnifique. La lumière. La lumière est fantastique, c'est très cinématographique, et en même temps, il y a quelque chose d'un peu inquiétant. Et pourtant, c'est une image extrêmement qui pourrait être commune, rassurante. Mais c'est bizarre, cette maison, ce petit lampadaire, cette flaque d'eau, il y a quand même entre l'obscur et la lumière, quelque chose de très, très contrasté. Et finalement, on n'est pas tranquille, alors que c'est une image tranquille. Enfin, moi, je vois comme ça. Et ça, regardez, ça, on dirait que c'est un truc des années 2000. Je ne sais pas qui est-ce. Judith Riegel. Et ça date de 1950. Ah, ça, c'est Toyen. Ça, je reconnais parce qu'il y a souvent ces petites têtes un peu simiesques, là. Ça, c'est une artiste tchèque. Il y a des couleurs chez Toyen. Il y a souvent du léopard aussi. Regardez ça, c'est magnifique, ce rose-là. On dirait qu'elle l'a fait au Stabilo Boss, alors que ça n'existait pas à l'époque, le Stabilo Boss. Et ça, alors là, on va finir. Alors là, attention les enfants. Hein. Attention les enfants, carré blanc, retour du carré blanc. Hans Bellmer. On est devant un spectacle extrêmement dérangeant. C'est atroce. C'est... oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? C'est... Voilà. Alors, évidemment, là, il y a de la psychanalyse, il y a beaucoup de choses, peut-être qu'on ne veut pas savoir, mais c'est susciter comme ça, en tous les cas, une réaction, moi, je trouve ça extraordinaire. Et là, pour finir, ça, je trouve ça magistral, ce Magritte. Parce que là, ça renvoie à quelque chose. Ah oui, l'homme. Ah oui, c'est quand même dans l'ombre ici. On ne voit pas au premier abord. Non. On voit une femme qui se débat presque contre elle-même. Et en fait, non. Il y a un type qui est sur elle. Mais alors, est-ce que c'est un type qu'elle imagine? Est-ce que c'est une ombre? Est-ce que c'est un... Ça, c'est fantastique. Comprenant l'ensemble des procédés de création et d'expression, peinture, dessin, musique, photographie, cinéma, poésie, conte, utilisant toutes les forces psychiques, automatisme, rêve inconscient, libéré du contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs reçues, il est caractérisé, le surréalisme, par sa transdisciplinarité, poésie, peinture, objet, collage, cinéma, costume, et l'importante collaboration entre ses membres. Et donc pas de théâtre, alors si, il y avait théâtre? Non, c'était pas dans la définition. Mais costume, par exemple. Ouais. Tiens, j'aimerais bien voir des costumes surréalistes, enfin de l'époque, hein, qui ont été vraiment, entre guillemets, adoubés par le mouvement. Alors après, oui, la littérature surréaliste, moi j'ai essayé, c'est un peu... Là, c'est encore plus difficile d'accès. Hein. Est-ce que ce ne serait pas un pouce,
Ah non, pas sûr. Ah là, clairement pas. Hein. Non mais là, ça veut bien dire que, en fait, vous avez l'esprit trop bien tourné, vous. Vous voyez des pouces vraiment partout. Hein. Ah ouais. Vous appelez ça des films de pouces, vous, en fait. Hein, c'est ça, vous voyez des films pour adultes. Ah, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais, je vois bien le moteur de recherche là qui défile sur pouces. On va se faire un film de pouces. D'où vient la blague? J'y repense là. On a reçu avec Riyad Jules pour la première émission de l'année, vous savez, le dessinateur Selection de City. Il s'est allongé comme ça, et puis il nous a dit voilà, moi la blague, elle vient dans un état de demi-sommeil. C'est un peu ça. Il dit voilà, je suis en train de m'endormir ou je suis en train de faire une sieste, et là, c'est là que j'ai la blague. Vous, elle vient d'où la blague? Alors non, moi j'ai vraiment besoin de me mettre devant mon ordi. Je suis assez scolaire. Je suis pas vraiment dans l'observation de cette idée de s'asseoir à la terrasse d'un café, regarder les situations, tout ça. Et il y a des mots parfois. Moi j'aime beaucoup le pouvoir des mots, les sons, ce que ça peut évoquer. Je trouve et puis le contexte. J'aime beaucoup moi de temps en temps faire des phrases dans mon spectacle assez, comment dire, dans un langage un peu châtié, des phrases longues, tout ça, et tout d'un coup de glisser un mot très trivial pour faire justement exploser la phrase. Alors là, c'est un artiste que j'adore aussi, c'est Mata. Il y a une légende qui dit qu'il aurait fait ce tableau en une seule nuit, et je trouve c'est extrêmement, je crois que ça commence dans les années 30, Mata, ou ouais, 30, 40, et il y a un côté très street art en vérité dans ces personnages. Ça ressemble beaucoup alors, il y a quelque chose, même les bonhommes de Kissaring qui sont évidemment beaucoup plus ronds, parce qu'il y a quelque chose, mais vous me dites qu'il y a du Basquiat là-dedans, je peux vous croire. Oui, Basquiat, alors l'âme évidemment, Wilfredo Lam qui était proche de lui, on trouve, mais alors il y a toujours les dents, il y a quelque chose de très anguleux, et puis une transparence comme ça, et quelque chose qui flotte un peu. Je trouve est très un peu cosmogénique. J'aime beaucoup moi Mata, je trouve ça très très beau. Ça serait peut-être celui avec lequel je repartirais si j'avais le choix. Vous avez la place dans le salon? Non. C'est ça le problème. Je le plierais. Mais c'est beau, ces couleurs. Puis ce que j'aime dans les grands formats, c'est que parfois il faut prendre son temps, il faut s'approcher pour remarquer et se dire tiens, pourquoi il a fait ce détail-là, les mains là qui se croisent. Ça, c'est extraordinaire, ça. On dirait des mains d'oiseaux. C'est très 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 beau. Alors, évidemment, c'est très organique, hein, on voit que c'est des créatures, mais même, comment s'appelle le film Alien, regardez là, cette gueule avec ce truc qui sort de la bouche avec ses dents, on est quand même il y a quelque chose, et ça date de quand ça? 1945, X-Space and the Ego. Il n'y avait pas ce dessin animé Huggy et les cafards, non? Oui. Ah ouais, ah ouais, absolument, c'est vrai. Huggy et les cafards. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il y a un peu de ça. Mais même la linéa, là, le petit bonhomme qui marchait sur sa ligne. Non, il y a quelque chose. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, on y est. Là, on a démasqué l'origine de Huggy et les cafards. C'est un très bon dessin animé, d'ailleurs, j'aime beaucoup ce dessin animé. Les couleurs sont. Il y a quelque chose de sanglant. Regardez, il y a le côté bidoche, là, un peu avec comme des côtes et tout, c'est les dents. Là, regardez cette femme là. Qu'est-ce qu'elle? Et puis là, on ne sait pas ce que c'est un cœur, c'est un foie. Je trouve ça à la fois très violent parce que le rouge, le machin, le côté bidoche, os et tout, et en même temps très aérien et très léger. Ah. C'est déjà fini. Et dis donc, on est quand même resté. Moi, j'adore. Hein. Je parle beaucoup. Hein. Mais c'est le but en même temps. C'est de me faire parler. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire une émission sur l'art? Mais je l'ai fait sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait pendant 2 ans avec la Galerie Perrotin. On s'est éclaté. En fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un projet qui est né pendant le confinement parce que les musées et les galeries étaient fermés. Et comme je connais Emmanuel Perrotin, que je salue, je l'ai appelé et je lui ai dit, pendant que les musées et les galeries sont fermés, c'est trop dommage, les gens vont être chez eux, ils ne pourront pas. Il faut qu'on puisse aller, avec une petite équipe, faire une visite et le mettre en ligne pour les gens. Donc on l'a fait, c'était pendant le confinement, on était censé faire 2-3 numéros, on ne savait pas où on allait, puis c'est pas
pas sa vocation. Lui. Et ça a tellement marché qu'on a fait ça pendant 2 ans. Et puis je l'ai proposé effectivement à des chaînes de télé. On a approché des chaînes de télé. Alors sur le papier, ils trouvent ça formidable. Hein. Parce que l'art, évidemment, c'est un alibi culturel qui, toute personne ne va se pincer le nez pour ça. Mais alors, voilà, ça s'arrête là. Ah oui, c'est une très bonne idée. Mais bon, voilà, il n'y a pas la place. Il y a des gens qui nous suivent, je veux dire, parce qu'on se fait ouvrir et on remercie le Centre Pompidou et Clotilde notamment qui nous ouvre. Vous êtes un habitué des musées dès que vous voyagez, dès que vous... Ouais. Non, alors, c'est une passion qui est exigeante, l'art. Ça ne tombe pas dessus, il faut aller le chercher, il faut peut-être être éduqué à ça. C'est vos parents qui vous ont amené à ça? Ouais, pas vraiment. Moi, j'ai eu un choc quand j'étais gamin. Je remercie l'école publique pour ça. C'est que on nous avait emmené voir une expo des sculptures de Miro au musée d'art moderne, Paris. Et en fait, on était déjà dans le thème là. Ouais. Mais justement, c'est ce qui m'a marqué, c'est que quand on est petit, qu'on va au musée, les musées c'est chiant, on imagine des cadres dorés avec des scènes de chasse, ou des natures mortes, un truc un peu pompeux. Merci. Et tout d'un coup, d'arriver dans ce musée et de voir des trucs faits avec, du papier mâché, des cailloux, des fils de fer et des couleurs, et quelque chose de très naïf. Je me souviens dans ma tête, à chaque fois que je regardais les sculptures, je me disais, ah mais en fait, c'est ça un musée, c'est ça l'art. Ça peut être aussi ça. Et là, ça a été pour moi vraiment la porte d'entrée où j'ai voulu m'intéresser, de me dire, voilà, en fait, l'art, c'est pas que un truc. Ça a ouvert le champ des possibles, ça a ouvert, ça a été une sorte de grande ouverture. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans les musées, quand je suis dans une ville ou à l'étranger, c'est quand il y a des cafés ou des restaurants des musées. Parce qu'on y mange toujours plutôt bien, puis prendre un café, c'est agréable, il n'y a pas trop de monde. Donc c'est aussi une sorte de planque, ouais. Et puis Beaubourg, c'est merveilleux, il y a rien que l'escalator. Je parle pas de l'escalator. Mais parce que là, tout le long, on est dans la chenille. Alors, malheureusement, il pleut, mais oui, on a vu sur la Tour Eiffel, sur Saint-Eustache ici. Cette vue, elle est dingue. Puis moi, j'ai des souvenirs de la librairie, la bibliothèque où je venais de temps en temps quand j'étais étudiant. C'est un musée que j'adore ici. Je vous ai posé une question tout à l'heure sur le populisme musical, le populisme artistique. Est-ce que ça peut être un peu le cas en humour? Est-ce qu'il y a des blagues un peu faciles? Le truc, on se dit, bon, ça va plaire à tout le monde, ça va faire marrer, et puis c'est pas de très bon niveau. Alors, non, mais c'est vrai qu'il y a des choses parfois. Alors, c'est peut-être moins vrai sur scène, parce que sur scène, on sait que les gens qui viennent, a priori, sont plutôt votre public. Mesdames et messieurs, il est bientôt 22 h. Oh là! Le centre Pompidou va fermer. Ça veut dire qu'on est en direct. Nous de bien pouvoir regagner la sortie. Eh oui. Demain, le centre encore un doute? à 11 h et la bibliothèque à midi. Soyez là. Nous vous remercions de votre visite. J'aurais bien aimé faire la voix. J'allais vous le dire. Le centre Pompidou is J'adore. about to close. We kindly ask you to On peut leur proposer. Hein. Tomorrow, Vous prenez cher pour faire la voix ou pas? Ah non, ça, pas un soir comme ça. J'ai juste passé un soir à dire ça. L'idée que tout le centre Pompidou m'entende. Donc pour revenir à la question, quand j'écrivais en télé notamment, c'est vrai que parfois je faisais un dosage, je me disais c'est bien d'avoir un truc qui soit un peu sur l'actu parce que c'est plus facilement, c'est plus référencé, c'est plus les gens ont envie de ça, voilà, on a toujours envie de sa petite dose de vanne sur l'actu, et puis je m'autorisais des trucs plus comme si, et puis parfois j'équilibrais avec un truc peut-être un peu cul ou scato. Sur scène, ce que j'aime justement, c'est que le format, c'est toujours un peu plus d'1 heure, on reste dans ce truc raisonnable, mais on dit vraiment, moi j'écris, en plus j'ai écrit ce spectacle, donc on dit vraiment ce qu'on veut. C'est ça qui est génial, c'est de se dire non, je vais essayer, même quand un truc ne fait pas rire, évidemment de réessayer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout d'un moment, on peut abandonner, moi je suis pas têtu, mais lui donner toutes les chances et se dire comment je vais faire parce que moi je l'aime, parce qu'en vérité c'est ça l'essence du c'est pas donner des trucs aux gens pour les faire rire parce que ça va les faire rire. C'est de partager un truc qui vous fait rire avec les autres. Oui, bien sûr. Et de leur dire, voilà, moi ça me fait rire et j'ai envie qu'on en rie ensemble. Est-ce que vous pouvez parfois reculer, c'est un peu facile, vous savez que ça va marcher,
et vous dites bon bah non, du coup je le fais pas. Non, c'est trop simple, ça c'est. Ah ouais, c'est déjà arrivé. Il y a des trucs où je me dis non, mais ça, on a je vais tellement faire rire fait la là-dessus, vanne sur machin, c'est tellement. Ou alors tirer sur une ambulance, ou oui, ça va marcher, mais parce que. Voilà, moi les. Et puis il y a ceux qui savent le faire, et ceux qui le font moins bien. Moi, pour être très honnête, j'ai plus de mal avec les sujets d'actu, tout ce qui est sociétal. Bonne soirée. Ah, ça Bonne sonne. soirée. Il a volé un tableau. Bonne soirée. Oula. Alors, merci donc, beaucoup. On n'a qu'à se mettre là en attendant. Parce qu'il y a une voiture qui nous attend, c'est ça? Ah, Ça, c'est à vous. On le partage pour l'instant. Ouais, moi, je fais peu de choses sur l'air du temps, sur j'en parle un peu, mais les sujets de société, la politique, c'est pas un truc. Justement, ce que j'aime, c'est emmener les gens un peu dans mon univers, raconter des conneries, des trucs qui sont un peu absurdes parfois, inventer des choses, ne pas savoir où est le vrai et du faux. Voilà. C'est tellement surréaliste. Ouais, peut-être. Voilà, je vous laisse monter dans la voiture. Vous, c'est de l'autre côté. Venez. Ah, c'est de l'autre côté? Ouais. Je vous accompagne jusqu'au bout. Voilà. Hop. Installez-vous. Ah. Oh. Ah, elle est très chic, hein. Alors, mettez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Vous avez un peu d'eau sur le côté là-bas? Ah ouais, on est très très bien reçus. Puis alors, la maison ne recule devant rien. Il y a du cuir, hein. Du beau cuir tout neuf. Et ça sent le cuir. C'est juste pour vous. Ça sent le cuir. Ah là là. C'est bien les partenariats. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les partenaires? Quel partenaire? Oui. Il y a un toit ouvrant. On ne va pas l'ouvrir, c'est dommage. Non, on ne peut pas. C'est un partenaire formidable. Donc on ne sait pas où on va là? Pour l'instant, non. Quelle surprise, quel suspense. Bon, ça s'est passé comment lundi soir? Très bien. J'étais très heureux. La Pépinière, c'est un très beau théâtre. Oui, alors, il faut expliquer. Parce que vous allez retourner sur scène, vous remontez sur scène, tous les lundis, à la Pépinière, à 19h, pour un spectacle que vous connaissez bien. Parce que ça fait combien de temps que vous le faites? 4 ans? Non, il est né il y a 4 ans, mais il est né pendant le Covid, donc ça a été annulé. Et puis l'année suivante, il y a eu reconfinement de dernière minute, donc j'ai pas pu le jouer. Donc véritablement, j'ai commencé il y a 2 ans et demi. Et justement parce qu'il est né dans de mauvaises conditions et qu'il n'a pas eu, pour filer la métaphore, l'enfance qu'il méritait, je voulais faire les dernières dates parisiennes à Paris dans une salle que j'aime beaucoup, la Pépinière, qui est à Opéra, qui est un très joli petit théâtre, ce truc un peu cocon avec le velours, les dorures. D'ailleurs, c'est amusant parce que je jouais il y a quelques mois au théâtre Édouard VII, une pièce, et donc 3-4 mois après, je me retrouve à la Pépinière, mais qui s'appelait dans le temps le théâtre Édouard VI. Donc je régresse. C'est étonnant, je vais finir. Il y a un Édouard de l'iPhone. V, je sais pas. Mais il y a un Édouard Balladur, je vais peut-être finir chez lui. Je sais pas. Peut-être Édouard Balladur. Dépêchez-vous quand même. Comment ça se passe quand on a lâché Parce que vous l'avez joué quand pour la dernière fois? Il y a 1 an à peu près? C'est ça, ouais. Et alors le spectacle, il change? Parce que j'imagine que s'il devait être joué il y a 4 ans, ça veut dire qu'il a été écrit il y a 5 ou 6 ans? Mais ça, je reviens sur ce que je disais, c'est que comme justement, j'écris très peu de choses sur le contexte actuel, donc sur la politique, le sociétal, le machin. En l'occurrence, ce dernier spectacle, je parle beaucoup de moi, de ma famille, de mon père, de la transmission. Donc, ce que je raconte là sera toujours valable dans 10 ans, à part quelques vannes comme ça, parce qu'il y a l'actu qui nous rattrape et de temps en temps. Parce que j'imagine que quand vous avez repris en plein Covid, vous parliez du Covid. Et aujourd'hui, peut-être que toutes ces vannes-là, on les gomme. On les gomme, mais on évoque, mais ça passe, vous savez, j'évoque à la fois Georges Tron, Indochine, Éric Ciotti, la loi Pinel. On passe vraiment par des. Quand je revois des mots-clés comme ça dans mon spectacle, je me dis, waouh, quand même, le lien, et je ne vois pas comment j'ai pu le trouver. C'est un spectacle qui peut être un peu déroutant, parce que moi, je regardais les 10 premières minutes. Je me marre pas, et en même temps, vous avez pas l'air de vouloir me faire marrer. Non, mais c'est ce que je voulais. C'est assez étonnant. C'est-à-dire, je vais avoir un spectacle d'humour. En même temps, il essaye pas de me faire rire, donc je peux pas dire que c'est nul et que ces blagues sont ratées. Je ris pas. Et puis je souris.
Et puis au bout de 20 minutes, puis au bout d'une demi-heure, je ris, et puis à la fin, j'éclate de rire. Mais bah oui, parce que c'est un récit intime, et je ne pouvais pas arriver en étant dans l'ordre de l'intimité, de raconter mon parcours, en arrivant tout de suite avec des lumières en disant « Salut, ça va tout le monde ?» Ce que j'aime par ailleurs, ce que j'ai fait dans d'autres spectacles, mais celui-là, je voulais qu'il y ait quelque chose d'un peu de... Voilà, c'est un peu introspectif, et d'arriver comme ça dans une discussion, comme si les gens étaient venus chez moi, leur dire voilà, bon bah vous êtes bien assis, non, vous êtes mal assis, bon bah j'en ai rien à foutre, machin. Pas spécialement dans cette volonté, cette humeur de on est là pour rire, et de raconter mon histoire et que petit à petit les gens, en écoutant cette histoire, ils disent ok, donc il nous emmène vraiment dans son histoire qu'il réinvente évidemment, qu'il a réinventé. C'est un mode opératoire, vous cherchez pas forcément le rire. Est-ce que le rire automatique, boum, à cette vanne, ça doit tomber, c'est cadencé, tac, tac, tac. Si, je le cherche, mais après, j'aime pas le côté provoquer pour provoquer. Et puis j'aime bien de temps en temps, il y a des petits silences, des petits malaises. Oui. Ça, j'aime beaucoup, moi. Ouais. Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est ça, c'est créer le moment. Et puis c'est chaque soir différent. Hein. Parfois, j'arrive, je vous cache pas que les gens rigolent beaucoup dès le départ. Ça me surprend moi. Ça me fait plaisir. Mais... Donc là, si je fais un blanc comme ça, puis qu'on regarde par la fenêtre, ça vous gêne pas? Ah, mais pas du tout. Ah, c'est pas peur des blancs? Ah non. Ah non. La nature a horreur du vide, mais je n'ai rien de naturel, donc... Enfin si, vous pouvez me toucher, on peut y aller. Et on est bien en direct. Voilà. Ah, finalement, ça se passe pas mal. Hein? Non, on pourrait rester comme ça. Ouais. Pas sûr que les gens restent. Non. Mais quoique, vous savez, les vidéos d'hypnose sur YouTube, ça cartonne. Les gens se taisent comme ça, respirer. Ouais, et puis, et même sur un plateau, quand tout d'un coup, quelqu'un... Stop! Quoi? Et puis quoi? Le silence, quand même, appelle. Si vous êtes en train de regarder la télé, quelqu'un dit stop, écoutez. Silence. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'adore ça. C'est ça, appeler l'attention, finalement. Il n'y a pas de personnage dans... Ah si, il y en a un, fondamentalement, mais... Ah, mais ça aussi, je voulais m'en débarrasser dans le spectacle. Oui, parce que c'est votre marque de fabrique originelle. Ben oui, le personnage. Mais c'est bien de changer, c'est bien de se renouveler. Moi, je pense mieux au fait envie que pitié, et porter des perruques, des faux seins à 50 piges, je pourrais le refaire, hein, j'adore ça, ça m'amuse beaucoup. Et je sais que ça fonctionne et que les gens attendent ça. Mais voilà, il y a un moment donné, moi j'avais fait le tour, on me proposait des pièces de théâtre ou des films, à chaque fois c'était entre Doubtfire et... non, mais dans cet esprit-là, mais j'adore. Et il y a un moment donné, je me suis dit, voilà, je suis en train de m'enfermer dans un truc et les gens ne me voient que comme ça. Donc j'avais aussi envie, à travers ce spectacle, de montrer qu'il y avait une autre écriture, une autre interprétation enfin en tous les cas que j'avais envie de faire. Et c'est peut-être aussi pour ça, je pense que parfois les gens au début sont assez déroutés dans le spectacle, c'est que certains viennent voir peut-être ce qu'ils connaissent de moi, et puis ils se disent tiens, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il met pas de perruque, il fait pas le con entre guillemets comme on l'a vu faire. Voilà. Je n'ai pas saisi. Oh. Ça c'est formidable. Je sais pas si on a entendu. C'est-à-dire que tout ce que je raconte, la voix du GPS a dit je n'ai pas saisi. Je sais pas si vous avez entendu, c'est merde. Juste là, on a parlé pendant 45 minutes. C'est la plus belle vanne, je veux dire, on peut rien faire après ça. En fait, ce sont des génies, les GPS. 45 minutes de blabla pour à la fin, que l'intelligence artificielle nous dise « je n'ai pas saisi ». Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ouais, c'est la fin de l'humanité. Eh ben, on t'emmerde, voilà, on t'emmerde. Si t'as pas saisi, c'est qu'on n'est pas fait pour le même monde, et de toute façon, tu nous enterras, qu'est-ce que tu veux que je te dise alors? On n'a qu'à danser sur un volcan. D'ailleurs, monsieur, excusez-moi, je me suis pas présenté. C'est Guillaume. Guillaume, bonsoir Guillaume. Ouais. Vous avez vu quand même, vous avez entendu cette voix-là? Cette mérite des baffes, mais on sait même pas où la donner, c'est ça le problème. Mais c'est fou ça. Heureusement que c'est un robot. Hein. Rodolphe, le spectacle. Bah là, on n'est pas loin. Hein, parce que je vois à l'opéra. J'aimerais bien qu'on y passe. Le problème, c'est qu'il pleut, mais on va y passer quand même. Rapidement. Rodolphe, parce que c'est votre prénom. Alors ça, les gens ne le savent pas forcément, mais c'est votre prénom et c'est celui de votre père. C'est ça. Mon père s'appelait Rodolphe. Il tenait absolument à me transmettre son... Il tenait absolument à m'appeler Rodolphe. Et ma mère tenait absolument à m'appeler Jonathan. Et comme... Ça aussi, c'est une injustice. Ce sont les hommes qui vont déclarer la naissance parce que les femmes sont encore à la clinique ou à l'hôpital. Et donc, il est revenu, il a dit à ma mère, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai mis Rodolphe. Donc, mais pour qu'on soit
à égalité, j'ai mis Rodolphe-Jonathan. Donc je me retrouve affublé d'un prénom un peu à la con, parce que prénom composé, quand c'est Jean-Luc, ça marche. Ou, ça marche moins, c'est pas un peu passé de mode, quoi. Bah, Rodolphe-Jonathan, en tous les cas, c'est pas facile. Je sais pas si ça a déjà été à la mode. Et puis Rodolphe, il y avait un côté un peu poussiéreux, un peu à l'ancienne, Troisième République, tout ça, j'assumais pas trop. Mais Jonathan, c'était l'Amérique, c'était chouette, quoi. Ça sentait le Levis, le Coca et tout, Jonathan. Et un petit chewing-gum, claque. Voilà. Donc voilà. Et puis quand mon père est parti, et c'est aussi comme ça qu'est né le spectacle, j'avais envie de parler de ça. J'avais vécu pas mal de choses, évidemment. La perte de mon père, depuis d'autres épreuves. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai jamais parlé de moi dans les spectacles précédents parce que je trouvais que c'était, pas que c'était indécent, mais que c'était inintéressant. Je me suis dit, en quoi ma vie peut être intéressante. Et bizarrement, peut-être parce qu'on prend du recul, qu'on vit quand même plus de choses aussi. Alors, je me suis dit, ah non, il y a quand même des choses. J'ai vécu des choses parfois dures et justement, je voulais, parce que c'est ça aussi l'esprit du spectacle, c'est de parler aussi du deuil et d'en faire quelque chose de drôle. Quand je parle évidemment du crématorium, de tout ça, je voulais en faire quelque chose d'extrêmement dérisoire parce qu'on ne peut rien faire d'autre face à ça. Le seul échappatoire, finalement, c'est l'humour et la dérision, puisqu'on a perdu, on perdra toujours. Et donc, voilà. C'était quel genre de père, votre père, justement? Est-ce que c'était un père à l'ancienne, on dirait aujourd'hui, ou il était déjà moderne pour l'époque? Ouais, il était moderne, il était à l'ancienne dans le sens où il avait quand même une certaine, pas sévérité, mais une sorte d'exigence sur des principes, voilà. Il avait des principes. Voilà. Par exemple? C'était surtout quand on disait pas merci, quand on regardait pas les gens, quand on souriait pas assez, voilà, il y avait ce truc de à chaque fois dire ça je peux pas lui en vouloir. Voilà, c'était quand même essayer d'être au moins pas trop mauvais à l'école. C'était d'être fidèle dans le sens à ses idées, à ses promesses, à ses envies. Et donc pas toujours. Il était pas dans le compromis, mon père. Et puis voilà, ce que je dis, il m'a aussi transmis le goût des cocktails. Voilà, la bonne chair, les bons vins. Est-ce que vous pensez à lui tous les jours? Alors, quand il est parti, oui, et bizarrement, c'est affreux, hein, parce que parfois je suis presque voulu, je me suis dit, ça y est, tu penses plus à lui tous les jours. Mais voilà, c'est ça, c'est comme ça, le temps fait les choses, et inconsciemment, je pense certainement à lui tous les jours, et je lui rends hommage à travers plein de choses. Je pense que beaucoup de ma vie aujourd'hui je dirais pas que je marche dans ses pas, mais en tous les cas, il y a une vraie. Je suis très imprégné de son mode de vie, qui était assez dans le festif au sens profiter de l'instant présent. Voilà, donc c'était les restaurants, les bars, les jolis bars, toujours chercher par exemple, il y a un truc, il était un peu esthète aussi, il me disait, il nous faisait comprendre que c'était pas forcément le luxe, c'était toujours être en fait exigeant, et que on pouvait passer un déjeuner extraordinaire en sachant une boîte de sardines, ça coûte pas très cher, mais dans ce cas-là, tu prends la meilleure boîte de sardines, bon, au lieu de te coûter 3,80, elle va te coûter 5, mais tu vas bouffer la meilleure boîte de sardines. Et c'est vrai que ça, c'est un truc je me suis toujours dit, non, parfois, ça coûte pas tellement plus cher, c'est être exigeant avec soi-même et avec les autres. Et voilà, alors il faut un peu plus marcher. Si quelqu'un prend l'émission en route, tu parles de boîte de sardines, il dit putain, lui, pas sexy. Hein. C'est très sexy. Bon, j'ai des questions quand même à la suite de ce spectacle. Vous les soumettre? Je les ai notées. Vous avez fait des implants ou pas? Oui. Oui. Ouais. C'est pour ça que je disais à Riyad, il faut éviter de me filmer derrière parce que je crois que je dois mettre encore une autre couche. Mais ouais, alors vous avez fait un temps où vous êtes obligé de J'embrasse le docteur Boudjema. Quand je reviens, puisque je vous ai cité, il faudra me rajouter 2-3 chignons. Ouais. Oui, je le dis parce que... C'est drôle. C'est drôle de le dire, d'assumer. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est... voilà, je sais pas... Bien fait, franchement. Alors je le dis surtout parce que c'est bien fait.
J'adore le dire quand je suis en tournage, qu'on passe à la coiffure et tout. Je dis attention, pas trop fort, séchoir, je veux pas que mes implants s'en vont. Ah, t'as fait des implants? Je dis voilà, ils sont bien faits. J'aime bien l'entendre. Mais alors vous avez dû vous raser la tête et tout, à une époque vous planquez, tout ça? Il y a deux écoles et on peut faire sans se faire raser la tête. Ah ouais. Ah, ça a l'air, vous avez... Ouais, je m'inquiète. Je vois la tête de mon père, je me dis peut-être que... C'est fou parce qu'aujourd'hui, c'est un truc qui est devenu une sorte de... Et je vois des amis qui ont plein de cheveux et ils me posent aussi des questions. Non, parce qu'un jour, je dis non, mais toi, jamais. Y a pas... Ou alors, tu seras trop vieux, ça n'aura aucun intérêt. De toute façon, personne ne te regardera. Donc, ça me ferait arriver plus tard. Mais non, moi, c'était pas... Après, j'étais pas non plus chauve, hein. Mais j'avais les golfes clairs, là, j'avais un peu une tonsure de moine. Donc j'ai semé, voilà, ça a poussé, c'est chouette, je suis content. Je vais aller d'autres questions, mais je vous les poserai après parce qu'on arrive. Ah ouais, non, vous vouliez juste... En fait, cette émission, vous la faites juste pour vous renseigner sur vos prochains implants. Exactement. Bon, je peux laisser mes affaires là, alors? Oui, bien sûr. On va là? Ah, c'est génial. On entre vite, mais Riyad, il faut quand même montrer où on va. Ah, ça, c'est fantastique. Ça, c'est l'un des plus beaux néons de Paris. Harris Bar. Frank can tell you, I love a good church. I've been in a lot of churches. He's very Catholic. We've been in a lot of churches. Oh, you're Catholic. Bonjour. Là-bas, bonsoir. Ah, merci. Bonsoir, Thibaut. C'est bien là-bas. On peut se mettre là-bas? Ouais. C'est cool, parfait, merci. I'm Protestant. Baptist. Yeah, I was just telling you earlier to repent. Bon alors, c'est Harris Bar. Alors là, c'est extraordinaire. Non, je suis très très heureux d'être là parce que mon père venait là et c'est un endroit, c'est improbable parce qu'on est dans Paris et quand on pousse la porte, on n'est plus à Paris. D'ailleurs, vous entendez, c'est fréquenté essentiellement par les anglo-saxons. Je trouve que l'endroit est sublime. C'est ici qu'a été inventé le Bloody Mary. Et ça, je crois que ça a plus de... Je sais pas combien de temps ça a 100 ans déjà, mais enfin, ça doit dater des années 20, je crois. Et de l'époque surréaliste, c'est les années 20. Les cocktails sont merveilleux. Et pour la petite histoire, on organise tous les 4 ans l'élection présidentielle américaine, mais une semaine avant, ou même la veille, je ne sais plus, pour avoir, à titre un peu indicatif, un petit sondage. Indicatif, une sorte de sondage. Et depuis qu'ils font cette élection blanche, ils ne se sont jamais trompés sur l'issue de l'élection, sauf une fois. Bonsoir. Vous devinez sur qui? Donald. Et voilà. Sur Donald. Bon, vous disiez quoi? Alors moi, j'aime bien me laisser guider. Je leur dis, faites-moi, surprends-moi, comme on dit, dans un mauvais plan de drague. Il faut le dire en anglais ou ils comprennent? Non, ils comprennent. Bon alors, et c'est vrai que vous veniez avec votre père aussi ici? Ouais, j'en ai. Et puis on peut manger des hot dogs, c'est le seul truc qu'on peut manger. Les vrais hot dogs, même la machine, c'est un poème. La machine, on se croirait dans un Red Hot. vieux film. Et alors, le Bloody Mary qui a été créé ici, ils le font sans sel de céleri. C'est bien ça, monsieur? Il n'y a pas de sel de céleri ici. Hein. C'est mieux après. Je trouve que le cocktail. Riyad, est-ce que c'est beau? Je sais pas ce que ça donne à l'image, mais j'aime bien parce que c'est. On n'imagine pas en poussant la porte qu'il y a ça. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut demander au patron? C'est le patron? Très bien. Bon, on se demandait c'est né quand ici? En 1911. 1911, donc ça plus de 100 ans. a été démonté d'un bar dans Midtown à New York. Et, ce bar existait tel quel à New York? Existait tel quel, enfin tout le bois, le comptoir, tout a été démonté. Ah ouais, d'accord. En 1910, remonté en 1911, sur l'idée d'un jockey qui s'appelait Touchstone et qui a embauché mon arrière-grand-père à l'époque, Harry McElhone, Chapman. Ah ouais. Il a racheté en 1923. Alors, on disait dans le storytelling que c'était avec sa solde militaire de 14-18 qui avait réussi à acheter ça. On a retrouvé des traces de prêt.
Mais ça a été, ouais, ça a été une histoire comme ça. Et là, le comptoir, même quand je contacte des artisans pour faire revenir, ils disent on n'a pas l'habitude de voir de l'acajou comme ça, c'est de l'acajou américain. Ah, donc ça reste une entreprise familiale. Ouais, totalement. Je savais pas ça. Ouais, totalement. 4e génération, j'en ai ouvert un 2e à Cannes parce qu'avant je bossais là-bas. Et ouais, entreprise familiale. Et on a vraiment inventé des cocktails. Le Bloody Mary, c'est ici. Sur ce comptoir. Bloody Mary, Blue Lagoon, Sidecar, White Lady, Boulevardier, plein de cocktails. Mais est-ce que, pardon, mais je me pose la question. Moi, j'ai soif, Jonathan. Ouais, moi aussi, mais, non, mais juste pour boire. finir, ouais, mais un Bloody Mary, est-ce qu'on peut déposer? Est-ce que ça a été. Non, ça n'existe pas. Ah oui. On peut pas déposer. Sinon, je serais sur la grosse. Si, peut-être, mais non, ouais, non. Ah oui, c'est vrai. C'est un. Mais comment ça marche pour ensuite se développer? Parce que, ok, c'est créé ici, mais ça veut dire que ça doit se faire dans d'autres restaurants, dans d'autres hôtels. Ouais, Comment ça grandit dans le monde, le Bloody Mary? En fait, dans le monde du cocktail, l'usage, c'est la première recette publiée. Et c'est comme ça que vous en avez la paternité. Donc, en fait, ça a été retrouvé, il y a plusieurs dans l'ABC. Et dans un article de Newsweek, donc dans le fact-checking, ils sont quand même pas mal, un article de Newsweek de 1967, où Fernand Petiot, alias Pete Petiot, dit l'année était 1920, le lieu était New York Bar, ça s'appelait pas encore Harris à l'époque, mais le New York Bar. Donc c'est comme ça. Et pourquoi Harry? Il s'appelait Harry, Harry, ouais. c'est ça? Bonsoir. Ah moi je le connais le Bloody. Moi j'aimerais bien découvrir un truc. Je sais pas, j'ai Le entendu. menu, ouais, c'est la dernière semaine de notre menu de cette année. On a un nouveau, là. On change la semaine prochaine. Est-ce qu'on laisse. Ouais, moi j'aime bien me laisser. Vous avez carte blanche et on vous fait confiance. Pas de saveur particulière. Alors saveur non, mais vodka oui. C'est une saveur, votre carte. Ici, c'est une saveur. Oh, bah voilà. Je prends la même chose. Et je racontais l'histoire des élections américaines. Ouais, mais là, on est en plein dedans. Enfin, je suis en plein dedans. Là, Donc ça a bien lieu tous les 4 ans. Exactement. Et je disais, Et vous faites comment alors? Vous faites quoi? Alors en fait, ce qu'on fait, il y a plusieurs choses. Il y a deux aspects dans cette élection-là. Il y a le côté institut de sondage, où on met là sur la console que vous voyez, on met une urne, et dans cette urne, tous les jours, des Américains font présentation de leur passeport. Alors c'est très convivial, hein, c'est pas, il n'y a rien de scientifique, c'est-à-dire que si vous voulez montrer 15 fois le même passeport, passer 15 fois dans le mois, on n'arrivera pas à identifier que la personne se fout de nous. On compte sur la bonne volonté des gens et sur l'état d'esprit positif de voter qu'une seule fois. Ça fait 100 ans qu'on fait ça, c'est la 100e année, c'est 100 ans, la première fois c'était en 1924, et en fait c'est né d'une frustration. Mon arrière-grand-père avait un lieu, ce lieu-là dans l'entre-deux-guerres, c'était vraiment fréquenté par les femmes de diplomates, les femmes de militaires américains en poste à Paris, c'était vraiment un lieu des années folles qui était très, très imbibé de cet esprit art déco, cet esprit des femmes avec leurs bandeaux. Bon, voilà, on se remet un peu dans cet esprit-là. Et tous ces Américains, ces fonctionnaires internationaux américains, ces fonctionnaires, ces militaires américains, vivaient à Paris. Il n'y avait pas ce qui s'appelait l'absentee, donc le vote par procuration. Ça n'existait pas ça en France. Il s'est dit, je vais faire une fête de ce truc-là. Et je vais pendant un mois faire voter les Américains frustrés de ne pas pouvoir voter, les faire venir ici, donc les gens consommaient, parce qu'il y a un coup de génie, marketing. Et je vais dépouiller le soir des élections et faire des élections américaines. 1924, il n'y avait pas CNN, il n'y avait pas les smartphones, donc les gens venaient là et passaient les élections américaines. Première édition, on ne se trompe pas, deuxième édition, on ne se trompe pas, troisième édition, on ne se trompe pas. Au bout de la 10e édition, des gens de la Maison Blanche appelaient ici en disant on en est où, qui est en tête, quoi. Le truc de mais ça c'est pas des conneries, on a retrouvé des articles où il y a des fonctionnaires américains qui disent on appelait le Harris Bar, c'était une consigne dans le parti démocrate d'appeler le Harris Bar, pareil chez les républicains, où on en est, parce que la communauté parisienne était très représentative de ce qui se passait aux États-Unis. Et vous n'avez pas ça à New York avec un bar français? Non, ça pourrait être marrant, peut-être qu'un jour on fera. Mais je disais, je crois qu'une seule fois, il y a eu le résultat a été erroné. Il est bon, hein, il connaît ça. Alors en fait 3 fois, mais une seule fois vraiment. Parce que dans les 3, donc il y a eu. Est-ce que vous êtes trompé sur Bush, Al Gore? Alors on s'est trompé sur Bush, on s'est trompé sur Bush Kerry.
Donc le D'accord. deuxième. Ouais. À Bouchalgor, vous avez Non, eu le bon. Bouchalgor, ça avait duré hyper longtemps. Parce que ça s'est joué à Ouais, quelques c'était- centaines de voix. Et on s'est surtout trompé la dernière fois, mais en fait, on s'est pas trompé parce qu'il y avait Vous allez nous faire une embrouille là, Ah je non, sens. il y avait une courte majorité de voix pour Hillary, Ouais, comme aux ouais. États-Unis. Ouais, en ouais, fait, ouais. nous, on n'a pas de système de vote. Elle a gagné le vote populaire, mais pas l'élection. Bah, en fait, elle a gagné le nombre de voix, mais Ouais. pas l'élection, parce que dans le système constitutionnel, bah, il y a des grands électeurs, on ne va pas s'amuser à créer ça Ouais. ici, des États par table. Ouais. Et en fait, donc on n'a pas eu le bon résultat, mais on ne peut pas se considérer qu'on s'est trompé. Donc en fait, comme vous le disiez, une seule fois. Et c'est quoi la part parce que moi, chaque fois que je viens, j'entends parler anglais. C'est quoi, 80% Non, des... 50%. On en parlait avec d'autres 50%, propriétaires de je bars à crois. cocktails à Paris. Et il y a des bars à cocktails où c'est 80% pendant le Covid. Ils ont vraiment tiré la langue là, quand les Américains pouvaient pas voyager. Nous, on a 50% d'étrangers. Dans les 50% d'étrangers, vous avez 40-45% d'Américains. Et dans ces 40-45%, vous avez des expats. Donc il y a des gens qui habitent à Paris. Donc en fait, on a quand même une clientèle aussi beaucoup d'habitude. C'est un bar qui est très polymorphe. Enfin, l'après-midi, vous avez beaucoup d'Américains, des touristes américains, d'expats. Le soir, vous avez des after-work, des banques autour. Et puis après, vous avez tous les fans de cocktails qui viennent comme vous un peu plus tard, qui parlent au barman. Et puis, voilà. Avec cette culture-là. Et il y a des créations, j'imagine aussi. Des créations, là, Mais ça, c'est chaque barman qui chaque année, dit j'ai ouais. envie d'essayer C'est tel ça, truc. Merci. La couleur. Merci beaucoup. La couleur. C'est et surtout parce que là, on est sur le web, mais ça va être monté pour la télé. C'est un cocktail sans alcool, Jonathan. Oui, l'abus d'alcool de toute façon est très dangereux pour la Donc santé. c'est évidemment sans alcool. C'est sans alcool, Oui, bien sûr. absolument. Donc à part ce dont on a parlé tout à l'heure, Alors du coup, c'est de la vodka sans alcool, voilà. c'est du pécho bitter sans alcool, c'est Ouais. de la chartreuse jaune sans alcool, D'accord. vous avez du citron vert et du sirop de passion. Et du sirop de Passion. Ah, j'entendais de poisson. Non, ça, c'est un peu... Merci Bonne beaucoup. dégustation. Merci. Bonne santé. Ouais, j'avais entendu un truc aussi sur la chartreuse. En termes de marketing, c'était les premiers à avoir fait. Quand ils ont fait la chartreuse qui existait, je crois, en verte, ils ont sorti la jaune Ouais, parce qu'ils s'étaient rendu compte que les hommes prenaient le Dijon, la verte, et il fallait créer un moment pour les femmes pendant qu'elles étaient en cuisine. Et idée de marketing géniale, ils ont dit on va faire la jaune qui a strictement le même goût, je crois, mais pour que ce soit un petit peu la bouteille des femmes et qu'elles boiront en cuisine. Je trouve que cette idée, alors elle est atroce parce que oui, ça présuppose évidemment tout ce qui était de la vie à l'époque avec les femmes, voilà. Mais l'idée génie pour vendre 2 fois plus de bouteilles. Ils sont Cheers. plus dans cet état d'esprit-là, là, les moines. C'est dur de leur acheter des bouteilles en ce moment. Ah ouais. Là, ils sont, Ah bon c'est sous allocation. Alors nous, on a des grosses allocations de chartreuse, on y est allé il y a pas longtemps. Mais c'est, C'est-à-dire qu'on a un nombre de bouteilles limité. Et aux États-Unis, ils sont dingues. Fantastique. C'est sympa ça. Comment ça s'appelle? C'est une création là, ça ressemble beaucoup à un Oh là concept là. qui s'appelait le Merci Guillaume. Mais c'est à twister là pour vous. La couleur est splendide. Ce petit rose là. Et puis ça, c'est quoi? C'est une poudre de quoi? Avec un peu d'hibiscus là Ah, c'est sur le citron, ça rappelle un peu. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir Merci à ici. vous, merci beaucoup. Alors moi, je joue à côté. Hein. Ouais. J'étais là moi encore lundi. Ouais. Mais je sais, on en voit souvent, eux. Moi, je viens Un ami de la maison. les hot dogs, tout ça. Donc, je vous invite, vous viendrez me voir si vous avez un c'est un lundi à 19h. Ne filmez pas, c'est un plan très. Mais avec plaisir. Ah ouais, non, parce que je suis voisin. Tous les sketchs et tout. Alors c'est très différent. Ah, ouais. Ouais, mais bon. Justement. Faut aller voir le spectacle et regarder Et j'ai l'émission. parlé, du Harris Bar la semaine dernière en sortant de scène. Ouais. génial. J'ai rejoint, bah oui, parce que mon père venait là, donc c'est comme ça que. Ah, je savais pas ça. Ouais, mon père venait là, et moi j'ai même des photos ici de mes enfants qui mangent des hot dogs. Ah, génial. Et je parlais de cette machine, elle date de quoi? Il y a des photos de Harry, alors là je les ai pas, parce que j'étais sur Insta. Mais c'est extraordinaire. J'ai pas les photos, mais on a des photos de Harry devant cette machine à hot dog. Et le logo est splendide aussi. Ouais. D'ailleurs, pourquoi les petits cigales, Moi, j'ai les mouches? Ah ouais. Ah oui, il est même tatoué. Riyad. Attendez, on va remontrer ça. Ça c'est comme quoi, c'est corporate. Ouais. On fait ça pendant un guest à Singapour, on fait beaucoup de guests, on va dans des pays étrangers, on prend le contrôle du bar pour une soirée, ça fait un D'accord. bar et eux font Ah. l'inverse, ils avaient fait venir un tatoueur.
j'ai donné l'exemple. Pourquoi les mouches barflies en anglais, ça veut dire pilet de bar. Et Harry avait eu l'idée de créer une sorte de confrérie de buveurs avec ça. Donc il y a des questions, elle existe encore. Hein. Le dernier, un des derniers, c'était le prince de Monaco, puis il y en a eu d'autres avant. Et on a perpétué cette société de buveurs. Et en fait, il y a des questions, des questions loufoques, des questions qui le sont moins, et puis c'est un côté un peu initiatique. Et il y a un pins, et l'idée c'est que des amoureux de Harry's Bar à travers le monde, qui je sais pas, au port de Chicago, se voient et s'offrent un verre en attendant leur avion ou dans les rues. Ah, le pins, c'est un truc de reconnaissance. Ouais, c'est un pins, ouais. Et c'est un pins avec ces deux petites mouches, et c'est devenu le logo de Harry's Bar. C'est très 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 bon, très très bon. C'est sucré, il y a un petit côté dessert évidemment, et frais. J'adore, j'adore. Bon, c'est la Comment ça s'appelle? On n'a pas le nom en fait. Je crois qu'il n'y a pas de nom. Ah bon? Ah, il est en devenir, enfin il est en. C'est un casting. Non, à Lambert. Il y a beaucoup de Lambert. Bien sûr. Il y a un joueur de football en Écosse qui s'appelle Lambert aussi. Ça veut dire que vous sortez du 16e arrondissement, parce que dans votre spectacle, vous en parlez beaucoup. Avant de trouver un bar qui est ouvert après 20h dans le 16e. Il y a Cravant qui est sympa, maison de radio. C'est vrai. Franck, je suis déjà allé. C'est très bon cocktail aussi. Ouais, qui est d'ailleurs dans un endroit assez dingue parce que c'est classé monument, c'est un immeuble Guimard, je crois, enfin, complètement Art Nouveau 1900. Et à l'intérieur, pareil, ils ont tout gardé, sa date, c'est classé, ça date de 1905. Et l'endroit est extraordinaire, un tout petit bar, et ils font aussi des très bons cocktails. Ouais, très sympa. C'est l'une des stars du spectacle, le 16e arrondissement. Vous en parlez énormément. Vous y êtes né, vous y avez grandi, vous avez tout fait. Vous n'êtes jamais parti de là-bas. Peut-être que j'y mourrai. Non, mais en fait, je trouve que il y a un côté très effectivement désuet, très à l'ancienne, et j'aime bien me moquer je me moque du 16e évidemment, je me moque de moi dans le spectacle beaucoup. C'est ça l'autodérision aussi, c'est passé par. Oui, c'est un peu. Je vais pas me cacher, j'ai grandi dans un milieu plutôt bourgeois. J'allais à Janson de Sailly, j'étais dans le 16e, j'avais tout pour être le petit con quoi. Et puis je trouve que c'est marrant de s'en moquer. Donc le 16e, à la fois, je l'aime et puis tous ces souvenirs que j'ai indélébiles, forcément me renvoient à... Mais je suis très content d'en sortir. Hein. Là, ça me fait du bien. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté communautaire là-dedans? On parle beaucoup d'humour communautaire. Mais non, pas du tout, parce que faire de l'humour communautaire du 16e, c'est une niche. Hein. Oui, c'est pour ça. Mais je pense qu'en fait, ce qui est génial, effectivement, quand j'écrivais, parce qu'il y a une grosse partie où je parle du 16e, au début, je me suis dit, c'est peut-être très parisianiste et tout. Puis très vite, j'y réfléchis. Et depuis le sketch, je les ai connus avec Auteuil-Passy. Ouais. Et dans les films, à chaque fois qu'il y a les Bourges, les machins, ils habitent dans le 16e, ils sont à Passy, ils sont les avenues avec les grands immeubles haussmanniens, les marronniers, les bonnes femmes avec leurs petits chiens, leurs serre-têtes, le collier de perles, les trois enfants qui s'appellent c'est très Figaro, mais j'avais envie de m'en moquer de ça justement, j'avais envie d'en parler, de m'en moquer, et les gens aiment ça parce que justement c'est devenu une sorte d'image de cette vieille bourgeoisie un peu qui sent la naphtaline. Mais ce qu'il y a de très étonnant, en vérité, c'est que le 16e est un quartier beaucoup moins cher que le 9e avec la gentrification, que même le 10e parfois. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent habiter dans le 16e aujourd'hui qui ne seraient jamais venus parce que finalement, avec tout ce changement qu'il y a eu dans l'immobilier à Paris, c'est moins cher de trouver un truc à Mirabeau que du côté des Abbesses, hein, parfois. L'humour communautaire, on en parle beaucoup. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? Non, moi je pense qu'à partir du moment où... moi quand je vais voir un spectacle, je suis très bon public et assez ouvert, je vais voir des trucs très différents. À partir du moment où ça me fait marrer, je ne sais pas de savoir si c'est communautaire ou pas. Ce grand sujet qu'est l'humour, est-ce qu'on veut trop le politiser parfois? Est-ce que je le trouve? Est-ce qu'on veut trop le politiser, en faire quelque chose de majeur, vous voyez? Alors que finalement, c'est passer des messages. Ouais, la seule chose, et on essaye de l'analyser. Quand je vous dis l'humour communautaire, on veut l'analyser, on veut le décortiquer. Ouais. En fait, alors moi, je suis d'accord que quand ça va d'un côté ou comme dans l'autre,
qu'on essaie de passer des trucs. En fait, je trouve que souvent, sur les messages, finalement, c'est souvent un peu évident. Alors, c'est pour ça que moi, j'essaie pas d'en passer des messages. Enfin, faut être quand même très irréprochable pour faire des leçons, je pense. C'est pour ça que moi, je me garde d'en faire. Se moquer de soi-même, se moquer des autres gentiment quand on... mais toujours... En fait, quand c'est évident, je trouve que c'est un peu chiant. Voilà. C'est le seul truc, moi, où il y a des moments où je me dis « Oh, c'est tellement évident que ça me fait pas marrer. » Vous faites pas de politique, vous en faites peu, dans ce que j'en vois. Enfin, pas de politique. Vous faites pas d'humour. Riyad est en train de commettre un péché, il boit un verre d'eau. C'est scandaleux. Non, il n'a pas le droit, normalement. Normalement, il est privé jusqu'à la fin. On l'a soif et on la femme. Monsieur, il n'y a pas de nom pour ce cocktail encore, c'est ça? Non, à la base, c'est Merci Guillaume. Oui, enfin, on m'a dit que c'était une adaptation de Merci Guillaume. Merci Guillaume, on a changé de gin avec de la vodka. Bah, vous pourrez dire merci Rodolphe ou merci Lambert. Avec grand plaisir. Voilà, j'ai mon cocktail. C'est bon, c'est bien. C'est bon ça. Merci Rodolphe, merci Lambert. J'aime bien Lambert parce qu'il y a un côté passe-partout. Un peu, il y a un nombre de Lambert. L'inspecteur Lambert là, dans Ciao Pantin. Gérard Lambert dans Renault. Chez Renault. Ouais. C'est tout. Lambert Wilson. C'est à la fois. Vincent Lambert. Ouais, bah oui, Vincent Lambert. C'est à la fois le français, c'est à la fois le bourgeois, Lambert, j'aime bien parce que c'est. Ah oui, ça peut être n'importe qui. Voilà, le Lambert. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup aux États-Unis, au Québec, en Angleterre. Alors, l'origine viendrait finalement, parce que comme souvent, des lemmes, des agneaux, oui. Des propriétaires, parce que autrefois les noms, c'est pour ça que les noms, bien sûr. Boulanger, Monsieur Boulanger, on prenait souvent le nom de sa profession. Et il paraît que Lambert, j'ai demandé au Québec parce qu'il y a une famille Lambert, et ils m'ont dit, nous on nous a dit que ça vient de lembe, ce qui est possible, l'agneau, et au départ c'était les propriétaires de troupeaux, de bergers, quoi. On les appelait voilà. Parce que c'est vrai. Ouais. Dans tous les cas, tout ça pour finir sur un cocktail rose très agréable. Au Harris Bar. C'est super. De l'agneau à l'avocat, il n'y a qu'un pas. On parlait de quoi? De la politique déjà? Je vous disais. Oui, vous me disiez non, faut être irréprochable pour en faire. Non, pas pour en faire. Je dis que pour passer des messages et donner des leçons, il faut être irréprochable. C'est comme moi, je ne me sens pas vraiment irréprochable, je n'en passe pas. C'est quoi la mode de l'humour en ce moment? Est-ce qu'il y a une mode en humour? Des choses qu'on fait. Alors moi, honnêtement, oui, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Vous essayez de pas en faire. Regardez déjà vestimentairement, bon, je suis plutôt classique. Je suis pas à la mode. J'aime bien l'idée d'un truc qui puisse. En fait, quand j'écris quelque chose, c'est peut-être pour ça que je ne fais pas trop dans la politique, le sociétal, tout ça. C'est je me dis, est-ce que ça, dans 10 ans, ça peut encore marcher? Quand je regarde, par exemple, je faisais Monsieur Pringle sur Canal, c'était il y a 20 ans. C'était un truc qui était très déconnecté de la réalité, très absurde, très visuel et burlesque. Et donc, comme il n'y avait pratiquement pas de référence sur le vrai monde, c'est prétentieux de dire ça, mais 20 ans après, moi je suis tombé dessus, j'ai regardé, et c'est très gênant de dire ça, mais ça me faisait rire. Parce que ça marchait, c'était comme un cartoon. Alors, d'accord. Votre personnage le plus emblématique, c'est Damien Dézé. Ouais. C'est vrai, c'est lui. Vous êtes d'accord? Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il est encore à la mode? Est-ce que vous pourriez le refaire demain dans une émission de télé? Après, oui, il y a toujours une question de contexte, mais je pense que il n'y a jamais quelqu'un, même aujourd'hui avec le temps, qui m'a dit, dis donc, j'ai vu ça, je trouve ça scandaleux. Mais ça, c'est normal, on fait aussi des choses par rapport à son époque. Heureusement qu'il y a, même si on essaie d'être intemporel, qu'il y a quand même ce qu'on appelle l'air du temps, le moment qui fait que... Vous voyez bien comment ça se passe, il y a des personnages illustres qui ont fait des choses formidables et qu'on veut déboulonner parce qu'ils étaient... Oui, mais on n'a pas fait de statue pour Damien, donc avant qu'on déboulonne sa statue, oui, ça, c'est vrai. On n'a pas non plus porté... Ça, c'est vrai. Mais, vous savez, Damien, moi, d'abord, on montrait quelque chose de Damien, mais pour moi, la vision que j'ai de ce personnage, parce que c'est que c'était aussi un monstre qui était tenu, et c'était la société du spectacle, c'était les gens qui se moquaient de lui. Pour moi, ça restait surtout quelqu'un qui était peut-être handicapé
handicapé, fragile, et qu'on a mis dans une arène médiatique pour faire rire. Et c'est un petit peu comme dans une fête foraine, quand on met l'homme sans cou, c'est Fricks. Hein. J'essaie d'inventer un truc, mais peut-être qu'après tout, ce personnage, il avait peur, qu'il cherchait juste de l'affection et qu'il ne voulait rien d'autre et que c'était toute la mise en scène qu'on faisait autour de lui qui faisait qu'il était comme ça. C'est quand la dernière fois que vous l'avez joué? Parce que d'ailleurs, on peut le réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément. C'était un personnage qui était visiblement atteint de troubles comportementaux, qui était attaché à une corde et tenu par des infirmiers et qui était attiré par une invitée sur le plateau. Et on lui posait des questions. À chaque fois qu'elle répondait mal, les infirmiers lâchaient 1 mètre de corde. Donc on est dans un système de quiz très très con. Le texte était très simple. Alors pour la petite histoire, il faut savoir quand même que je déposais les textes à la SACD, parce qu'à chaque fois que vous faites un sketch, vous devez déposer les textes. Et j'avais honte, je dois dire, de déposer les textes pour toucher les droits sur juste la question et la réponse qui amenait du baiser. Très important, le tréma sur le i. Si c'est baiser, c'est pas drôle, mais baiser, tout d'un coup, ça transforme le mot en quelque chose de troublant et donc de... C'est quand la dernière fois que vous l'avez joué à la télé? C'était chez Routier, il y a 15 ans, hein, comme ça, plus de 15 ans. Et si demain on vous dit, allez, tu reviens, tu le refais, vous le faites ou pas? Non, je pense pas, parce que je pense qu'il faudrait... Je suis pas contre ramener Damien, et d'ailleurs j'y songe, mais une version justement sur un peu expliquer qui il était. Et peut-être que je trouverais ça intéressant de dire... Le spin-off. Ouais, et de dire, et si c'était pas le monstre et que c'était la société qui était un monstre? Parce que d'un pauvre malade, plutôt que de le soigner, de lui faire comprendre de le mettre avec des gens bienveillants plutôt que des gens qui se moquent, qui l'attachent, qui le mettent dans une émission. Mais vous imaginez faire ça, vraiment j'y reviens, mais parce que ça, depuis je travaille sur cette interview, je me dis, faire ça devant Sandrine Rousseau par exemple aujourd'hui, ce serait fou. Ça passerait pas. Mais je dis pas que je le ferai. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis pas idiot, têtu, encore une fois. Je pense que l'humour, c'est aussi c'est une question de temps. On peut faire une vanne. Aujourd'hui, vous faites une vanne. Il y a des gens qui font des vannes sur le 11 septembre. Il y a des gens qui font des vannes sur des événements tragiques qui se sont passés. Si vous la faites le soir même, à l'évidence, c'est trop frais. Tout le monde est dans la stupeur. On se dit, mais pourquoi il parle de ça? Je ne l'ai pas digéré. Moi, je parle de mon cas. Sur scène, je parle de la disparition de mon père, du crématorium, de l'urne, de ses cendres. Je dis des choses atroces. Je me le permets parce que je l'aime et que je sais que le plus bel hommage, c'est de rire et de faire rire avec ça. Je pense que c'est la même chose. Le rire, c'est pas être malveillant, c'est pas être provoquant pour être provoquant, c'est se dire j'ai envie de rire parce que ça va dédramatiser, parce que je pense qu'on a besoin de ça, parce que de toute façon on ne peut rien faire d'autre. Et c'est un moment de communion et on va essayer de rire tous ensemble. L'ambition, c'est celle-là. D'ailleurs, c'est ce que je reproche parfois quand on fait le procès à des humoristes en disant ah c'est scandaleux, il a fait ça, il y a un bad buzz, le machin, parce qu'il a fait trop. Je pense que quand ça se passe, c'est une maladresse. Ça peut arriver. C'est compliqué, hein, comme enjeu et comme envie de faire rire les gens. Si vous achetez un jour chez Boulanger tous les jours votre baguette, un jour elle est mauvaise, vous n'allez pas le voir en main, vous allez jeter la baguette à la gueule en disant ta baguette est dégueulasse, tu me fais honte, c'est un scandale. Bon, bah non, il s'est trompé. Je sais pas si la comparaison est bonne, on va peut-être dire que je comprends. Mais je pense que parfois, il y a plein d'humoristes à qui ça arrive, il y a eu un bad buzz parce qu'il a fait si c'est tombé au mauvais moment. Je pense honnêtement qu'à 99% des cas, les humoristes, tout ce qu'on a envie, c'est de dire j'ai envie de faire une vanne qui va faire rire. J'ai pas l'intention de choquer, de provoquer pour faire le buzz, d'être malveillant et de faire mal aux proches des victimes. Pas du tout. On a envie de rire, ben parfois on se trompe. Ah d'accord. Est-ce que ça vaut le pilori? C'est quoi? C'est une police du bon goût, une police de l'humour? C'est un peu... Est-ce que ça n'a pas toujours existé, ça, au fond? Non, mais je pense qu'on peut dire tout simplement, c'était pas drôle, ça... Mais on le sait. Il faut s'excuser ou pas? Faut dire, moi, je sais pas, chacun fait comme il veut, mais moi, ça m'est arrivé de faire des trucs dont j'étais pas fier derrière.
Et puis bon, mais après, je me suis pas dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Je me suis dit, bah, je me suis trompé. Ça arrive. J'ai fait, je sais pas combien de sketchs à la télé. Oui, il y en a qui étaient pas bons. Il y en a peut-être qui ont blessé. Et puis si un jour quelqu'un m'arrête dans la rue et me dit, vous savez, vous avez fait ça, ça m'a blessé. Je me dis, écoutez, je suis désolé monsieur, j'avais pas du tout envie de vous blesser. Moi, j'aurais envie de rire et j'aurais aimé que vous riez avec moi. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Je me suis planté. Ça arrive. J'en reviens à ce personnage de Damien, mais je pense que ça va englober tous les autres. Comment il se crée? En un après-midi ou non, il vient de loin et il est réfléchi, pensé, analysé? En fait, pour vraiment remonter aux origines. Ouais. À l'époque, je travaillais dans une rédaction pour une émission de télé qui s'appelait Exclusif. Et la rédaction était essentiellement féminine, à 90%. Et c'était génial, une super bonne entente. Donc, et le soir, donc, on partait en tournage, un peu comme là, et on faisait des interviews, on partait, c'était toute l'actualité du spectacle, un peu people et tout, donc on faisait les tapis rouges, les avant-premières, les, je sais pas, vernissage, tournage d'un clip, tournage d'un film. Vous avez quel âge là? C'était il y a 25 ans, je crois. Donc j'ai 25 ans. Et puis le soir on rentrait et à l'époque il fallait dérocher, c'est-à-dire on avait tourné, je sais pas, 1 heure et le lendemain une demi-heure, il fallait faire un sujet de 2 minutes 30. Donc on allait ce qu'on appelle au banc de dérochage, on regardait tous les rushs et puis on sélectionnait les extraits qu'on voulait pour faire notre montage. Et le soir, parfois, je rentrais et il y avait une journaliste seule qui était en train de dérocher. Et moi, je me cachais et je faisais juste comme ça. Je sais pas comment ça va se dire. Baiser, 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 baiser. Et elle était en train de dérocher. Elle disait, il y a quelqu'un, machin. Et le pouvoir, en fait, de l'imaginaire, évidemment, parce que dès lors qu'on est seul, en plus, quand on est, évidemment, malheureusement, plus une femme aujourd'hui, c'est un homme, la nuit seule et qu'on entend un bruit, il y a ce truc. Et je trouvais, je ne sais pas comment c'est né, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Quand je dis baiser, il y a un truc qui est plus inquiétant. Je ne sais pas trop comment c'est né, mais voilà. Et puis bon, après, je passais ma tête et je disais, c'est moi. Je disais, ah, John, t'es con, machin. Voilà. Et puis après, comment est né le truc de l'accord, du quiz et tout? Je ne sais pas. Peut-être que je suis vraiment malade. On y va? On continue? Merci. Hein. Merci beaucoup. Merci, c'était très bon. Au revoir. Vous avez pas de veste? Même les portes de saloon là. Ouais. Allez Riyad, ça passe? Ça passe crème. Hop. Je vous laisse passer de l'autre côté, Jonathan. Ah, merci. Et le prénom, pourquoi Damien? Il aurait pu s'appeler n'importe comment celui-là. Bah, Damien, c'est parce que c'est Damien la malédiction. C'est un film culte des années 80. Avec, c'est ça aussi, c'est tout l'univers. Moi, j'étais fan des films, toutes les séries B, les films d'horreur et tout des années 80. Et Damien, je trouve que ça évoquait tout de suite Damien la malédiction. Voilà, tout est dit quoi. Tout est dit. Parlez-moi de vos débuts. Comment vous devenez humoriste? Alors peut-être pas humoriste, mais vous travaillez dans quoi? Vous travaillez dans la télé quand même. Je travaille. En fait, mon premier boulot, c'est je fais un casting pour une émission à l'heure du déjeuner sur France Télévisions avec Jean-Pierre Coff. Ouais. Et je me souviens, c'était à Noël. Moi, j'étais étudiant et j'entends parler donc d'un casting. Je me rends au casting, mais vraiment par curiosité, parce que j'avais jamais fait de casting. Enfin, j'en avais fait un comme ça, mais bon, je trouvais ça marrant de passer des castings, mais sans imaginer que. Voilà, moi l'idée c'était tiens, ça se passe comment un casting? Et puis à la fin de la journée, on va faire plusieurs essais, et puis on me dit, voilà, vous avez été choisi, la chaîne, ça a été validé, la production, Coff, tout ça. Donc on va tourner du lundi au vendredi, les émissions, machin. Je leur dis, mais attendez, moi c'est pas possible, moi je suis étudiant, tiens, on vient de passer devant la pépinière. Je suis étudiant, je peux pas faire ça. Alors on me dit, mais pourquoi vous êtes venu? Je dis, mais moi je voulais passer un casting.
voulais. Pas être pris, mais je voulais non, le passer. Non, c'est ça, je voulais passer un casting. Ah bah, attendez, on a renvoyé tous les autres, vous nous mettez dans l'embarras, tout ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a Laurent Mariotte qui avait passé le casting, qui est un pote aujourd'hui à chaque fois. Il leur sort. Ils n'avaient pas du tout le même profil. Je sais pas, mais en tous les cas, c'était marrant. Et je dis non, écoutez, non, c'est pas sérieux. Moi, je suis étudiant, je peux pas faire ça. Ah non, mais attendez, mais qu'est-ce qu'on va dire là? Ça y est, on s'est limite si ils n'avaient pas commencé à commander, enfin, je sais pas, faire partir le dossier de presse et tout. Et puis ils me disent, et puis réfléchissez, c'est quand même payé. Alors à l'époque, c'était en France, c'est payé tant par émission. Je sais plus ce que c'était. Je dis pardon. On me dit c'est payé tant par émission. J'aurais dit mais attendez, il n'y a aucun problème, j'arrête les études. Moi je suis là lundi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça c'est le début. Ça c'est le début. Jean-Pierre Coff, type extraordinaire, sympa. Ah ouais. Oui, avec lui j'ai quand même rencontré Jean Carmé, Jean-Claude Carrière, Jacques Deray. Non, c'était des. Puis bon, moi qui aimais aussi bien, enfin voilà, le produit, découvrir les marchés, les machins, tout ça. Je parlais des boîtes de sardines, tout ça, c'est pareil. J'étais très sensible à ça, donc moi j'adore faire mes courses aujourd'hui. Je pense à lui quand je fais mes courses, choisir mes produits de saison, savoir quels fruits, quels légumes prendre, à quel moment, chez quel maraîcher, j'adore ça. Donc ça, ce sont mes premières expériences professionnelles, télé. En me disant, c'était pas ce à quoi je me destinais, mais en me disant, bon, tu mets quand même un pied dans cet univers-là, parce que moi, c'était plus... je voulais faire ce que je fais aujourd'hui, monter sur scène, faire des sketchs, des conneries. Voilà. C'était moi, à l'époque, c'était les nuls, les inconnus. Ouais, vous le saviez déjà que c'était quand même ça l'idée. Je faisais des sketchs, j'avais une petite caméra, donc je tournais des trucs et j'avais vraiment envie de ça, quoi. Et puis après, je suis rentré chez Case Productions, qui était la boîte d'Arthur et de Stéphane Courby, qui produisait Les Enfants de la télé. Et puis j'ai grandi avec ce qui était une petite société à l'époque. Qui est devenu un monstre. Un truc énorme. Mais j'ai bossé pour Exclusive, j'en parlais, c'est eux qui produisaient ça, pas mal d'émissions. Mais j'avais envie un peu, voilà, de faire de la connerie et tout. Et puis il y avait la chaîne Comédie qui était juste à côté, dans l'immeuble mitoyen. Et je voyais Cadet Olivier, toute l'équipe se marrer, mettre des perruques. Je voyais ça dans la cour en bas et je me disais, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est Stéphane Courby que je vais voir et je lui dis, j'aimerais bien, c'est ça, ce vers quoi je veux aller. Et il a appelé Dominique Farrugia et il lui a dit, écoute, j'ai un sympa, mec... c'est lui. C'est lui qui a appelé Dominique Farrugia. Il a dit, il y a un mec qui a peut-être du talent, il s'emmerde chez moi, ça vaut peut-être le coup que tu le rencontres. J'ai rencontré Dominique Farrugia, il m'a proposé d'intégrer la grosse émission pour faire les pré-génériques tout en continuant de bosser de l'autre côté. Et puis à la fin de l'année, il m'a dit, est-ce que tu veux intégrer la grosse émission ? Et voilà comment je suis rentré un peu plus dans ces sketchs, cet univers-là. Ouais. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé sans attendre rien en retour. Et alors vous d'abord, avant la scène, vous êtes un homme de télé. C'est presque là-dessus que vous semblez le plus à l'aise, le plus facile. Mais moi j'adore la télé. Moi je suis quand j'étais gamin, je regardais Merci Bernard, Rib, c'était dans le surréalisme. Là, on allait très très loin, que ce soit Palace, que ce soit Les Nuls ou Les Inconnus. Je trouve quand même qu'il y a un truc qui existe en télé, le sketch, le machin, qu'on peut faire aujourd'hui évidemment sur le digital, mais il y a un moment quand même assez génial en télé de se dire qu'au même moment, il peut y avoir des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui regardent un même truc. Ça, c'est quand même fascinant. Et on a beau dire, même le digital le permet aujourd'hui, parce que là, il y a du direct. Ça reste quand même la télé, ce truc de, voilà, une arène en direct et qui veut, tac, tu te mets. Et même le cinéma peut pas le faire, ça. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de respect pour la télé. Et à chaque fois qu'on me propose des trucs en télé, je dis pas non, la télé, c'est fini. Moi, maintenant, c'est la scène, c'est plus la fiction, le machin. J'adore la télé. Je trouve qu'il y a des trucs merveilleux à faire. À quel moment vous dites, bon allez, maintenant c'est bon, la télé j'ai fait, maintenant c'est la scène, je vais y aller? Mais je me dis pas la télé. Moi j'adore, c'est pour ça que je reviens. Oui, vous faites tout, mais à un moment vous vous dites, bah tiens, là maintenant je veux avoir mon spectacle, je veux faire mon spectacle. Alors c'est la grosse émission parce que quand la grosse émission s'arrête, je suis sur Canal avec Frédéric Becbédé, on se vautre lamentablement. Il faut dire que l'émission, pour être très honnête, n'est pas formidable, mais moi je suis resté très pote avec Becbédé, on a passé des très bons moments et il y a eu quand même des séquences
Il y a eu beaucoup de déchets, mais il y a eu quelques très très bonnes séquences. Et puis c'est là qu'est né Monsieur Pringle, qui a perduré par la suite. Mais c'est vrai que je retrouvais pas l'ambiance de comédie où il y avait... C'était une émission en direct. Oui, parce qu'il y avait la scène, il y avait déjà la scène. Et c'était un ancien théâtre. Donc il y avait toute la configuration du public, du direct, du sketch, du happening. Et je me suis dit, si tu veux retrouver ça, tu es obligé de passer par la scène. Donc j'ai co-écrit mon premier spectacle avec Arnaud Lemort et je suis monté sur scène et c'était formidable parce que c'est là où il y avait là c'est la liberté qui se ferme dans un théâtre, mais en tous les cas c'est un espace de liberté merveilleux. C'est quoi votre plus grand moment sur scène, votre plus beau moment? Vous le savez, est-ce que vous sauriez dire, tiens, c'était à telle salle, tel spectacle, tel soir, telle ville? Et là, ce soir-là, j'étais intouchable. Alors je vais vous dire, bizarrement, moi je me souviens beaucoup plus des bides que des grands moments. Ouais, c'est bizarre, je ne sais pas si je suis maso ou... Les bides sur une blague? Ah mais non, les bides, les pires soirs, mais je les connais toutes, hein, la date, la ville, tout. C'est-à-dire je peux vous dire... Voiron près de Grenoble, bide intersidéral. Voiron. Vous savez quoi? C'est là où on fait la chartreuse, on en parlait tout à l'heure. Peut-être. Bien que vous avez fait. Non, j'ai fait le Valois-Perret. Mais je sais pas, est-ce que... Pourquoi c'est vous qui êtes pas bon, c'est le public qui est pas bon. Est-ce que le public peut être pas bon? J'étais pas assez balkanisé, je sais pas. Je sais pas. Non, mais il y a des trucs, il y a des moments parce que quand c'est mezzo, bon, on se dit ok, peut-être moi j'ai pas été. C'était pas une grande soirée. Mais quand c'est le calme plat, quand on sent que. Comment ça, on est courte le spectacle? Non, parce qu'on se dit, il y a toujours peut-être, ne serait-ce qu'une personne qui est contente, donc il a payé son billet, on va lui faire plaisir, il n'y a pas de raison de... Mais c'est dur, hein, c'est dur. Mais on ne peut pas les libérer au bout d'un moment. Je me souviens très très bien des bides. Les grands moments, lundi dernier quand j'ai joué, je ne vous cache pas que ça a été un moment très jouissif pour moi, parce que je savais que ce spectacle avait besoin d'être encore joué, je voulais le jouer dans ce théâtre, et ça a été un moment très... et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis la première fois que je suis monté sur scène, ça je dois dire, la première fois que je suis monté sur scène, je veux dire où j'ai mon seul en scène, c'était au Trévise. Et je suis sorti de scène et il y avait un régisseur et je me suis effondré dans ses bras, en larmes, parce que c'était... oui, j'exauçais, je concrétisais quelque chose qui était certainement en moi depuis très longtemps. À partir de quel moment vous dites, bon, là c'est bon, je peux me rassurer? Parce que j'imagine qu'au début, il doit y avoir une question. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis drôle? Est-ce que je vais gagner ma vie? L'argent, c'est une question au début? Alors, moi, c'est pas vraiment sur scène que j'ai gagné ma vie. La scène, j'ai toujours considéré comme quelque chose, un besoin... Alors à quel moment je suis drôle, ça je pense que c'est parce qu'on s'interroge toujours, c'est parce qu'on n'est pas sûr de soi. Moi j'ai jamais été, j'ai toujours douté, et c'est la raison pour laquelle je monte sur scène. C'est parce qu'à chaque fois on se dit mais au fait est-ce que c'est vraiment drôle ce que je raconte, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis à peu près bon, est-ce que je suis très bon, est-ce que je suis très mauvais, on ne sait pas j'imagine qu'il y a un besoin de se rassurer à travers cet exercice-là. Ouais. Vous avez vu Jean-Marie Bigard qui disait qu'il gagnait 100 000 € par jour? Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé. Non. Ouais, mais même un zéro au moins. Hein. Ah ouais. Ah ouais, non. Ah ouais, non. 100 000 € par jour. Il disait, je remplissais les zéniths, il y avait 5000 personnes. Non, mais moi, la pépinière... Ça gagne bien sa vie, un humoriste? Même bourré, la pépinière, vous savez, j'ai pas... Mais je suis très heureux. Ouais. Je suis très heureux. Est-ce qu'il y a une inquiétude sur l'argent, parfois, où on fait moins quand vous quittez la télé, quand vous en faites moins, quand vous arrêtez un spectacle? Est-ce que c'est quelque chose qui... On se dit, les acteurs, les humoristes, ils gagnent de l'argent, mais en fait, j'ai pas d'idée de ce que vous pouvez gagner. Je vous le demande pas, je sais que non, c'est pas ça, c'est que, en fait, moi, comme je fais beaucoup de choses, je sais que je vais gagner ma vie, je vais plus gagner ma vie sur un tournage. Quand j'ai un jour de tournage sur un gros film, je gagne 4, 5, peut-être même 10 fois plus qu'un soir au théâtre. Ouais. Donc c'est ce qui me permet de parfois aller sur des projets qui sont qui n'ont aucune où il n'y a pas ou en tous les cas l'idée financière entre pas en jeu, entre pas en ligne de compte. On repassera par là ou je Oui, on repasserait par là, vous pouvez tout laisser.
Je vous suis. Bah, je sais où on va. Oui. Alors, pour ceux qui étaient là au début de l'émission, Là, je sais. ils ont peut-être un indice. Ils ont eu un indice sur un des tableaux. Ah, sauf qu'il y a les pompiers. Alors peut-être qu'il y a un incendie, qu'on va pas pouvoir y aller. Ouais, c'est un peu inquiétant. Ah, ouais, là, ce serait... Ah non, je crois que ça se passe en face, mais bon. C'est à Donc gauche. on va au Blitz Society, Oui. qui est un club, enfin un club, un café, un bar, où on peut s'asseoir et jouer. C'est pas pour nous? Non. Non. Ah. Salut Vincent. Ça va? Ça va bien? Moussa, champion de France en titre. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Champion de France en titre. Enchanté. Voilà. Voilà. Bonjour. Alors Vincent Rive qui m'a donné des cours d'échecs. Alors il y a une histoire qui est merveilleuse, c'est que je décide de me remettre aux échecs parce que j'avais appris quand j'étais petit. Et au hasard, je cherche sur des sites et tout, et je vois, il y a un club d'échecs dans une école. Je l'appelle, enfin je ne le connaissais pas, donc je dis voilà, bonjour monsieur, je voudrais me remettre aux échecs, je cherche des clubs, j'habite le 16e, donc c'était dans le 16e, c'était pratique tout ça. Et il me dit ok, mais vous avez quel niveau? Je dis bah j'ai appris, donc il voit à peu près, parce que pas con, hein, à peu près le niveau. Et je lui dis bah ouais, mais non, mais moi ça m'intéresse. Il me dit mais moi je donne des cours mais uniquement aux enfants. Je dis oui, bon bah écoutez, pourquoi pas. Il me dit bah oui, ok, vous pouvez venir, mais je vous préviens, ils vont vous battre. Ah bon, d'accord, et ça va être assez humiliant. Et j'arrive effectivement, je me pose à une table, je vois un gamin avec des binocles tout mignons, bien comme ça, tout propre. Hein. Il me serre la main, on s'assoit. Et vous massacre. Il m'a massacré. Ça, c'est l'humilité, les échecs. Alors, vous êtes champion de France? Oui. En partie classique, En normal? partie classique, ouais. Bah, après, ça s'est décidé en partie un peu plus rapide. Ouais. Mais ouais, c'est le championnat de France de partie classique. Parce que moi, je connais le Français qui a fait le tournoi des candidats. Ouais. Comment il s'appelle? Alors oui, il jouait pas. Ah, non, pardon. Je veux pas être. Pardon. Faut dire la vérité. Ah, J'aurais dû attendre que la cam soit coupée. Mais Ah non, oui, mais là, parce tout- que je me suis dit, tout sera retenu contre bientôt, vous. je vous verrai dans le tournoi des candidats. Michael Benham. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Venez. Alors, je présente également le taulier. Alors, il a un accent Bonjour. français, mais c'est un Américain de New York. Il a joué avec Duchamp dans les Ouais, dans les années 30. années 30. Non, alors, c'est lui qui a eu l'idée, il faut le dire. Hein, cette belle idée de Voilà, avec remettre. Vincent, avec Romain et Pierre, bon, on a monté un truc sympa. Bah venez rentrer. Ah ouais, non. Bah, on était en Il y a train un de pompier, discuter. Oui. il y a quelqu'un qui est coincé là, dans l'ascenseur. Il y a un squat dans l'immeuble d'en face. Quelqu'un qui est coincé, voilà, il se passe Ah merde. Alors, donc, c'était quoi? Donc, c'était quoi l'histoire? L'histoire du championnat Et les champions de France, c'est le tout. championnat de France, c'est Moi. une histoire très courte. Point barre. Jonathan, vous allez me mettre en difficulté. Non, mais Jonathan, ceux qui jouent très bien aux échecs, tu vas jouer. Non, mais c'est quand même un endroit merveilleux, regardez, parce qu'ici, on vient, on peut. Ça ferme à quelle heure d'ailleurs? Minuit. Minuit. Enfin, quand il y a les tournois, ça ferme un peu plus tard. C'est quand même magnifique, hein? C'est exceptionnel. Vous étiez jamais venu? Je suis jamais venu. Qu'est-ce que vous voulez voir? Vous savez que je vous suis depuis le début. Merci Lambert, mais il ne le font pas. Parce Non. on vient du Harris Bar, ils nous ont fait un cocktail spécial. Alors, nous, on a des cocktails au nom du joueur d'échecs. On va vous faire un petit Ah, c'est bon ça. Choisis ton joueur. Ouais. Alors, les cocktails, ils sont où les gars, ils sont où les cocktails? Bonsoir. Bonsoir. Alors, création. Donc là, c'est que des noms de joueurs d'échecs. Ah oui, Sven. Asveg, il jouait beaucoup aux échecs? Ah, le joueur d'échecs. Ah, le joueur. Ah Ouais, oui, le joueur d'accord. d'échecs. Oui, bien sûr. Capablanca, qui était un Capablanca, joueur bien historique. sûr. Leeds, Tal, comme Michael Tal. Et il n'y a pas le zinzin, là, l'américain, comment il s'appelait? Spassky. Ouais. Spassky, par contre, il est en hommage là. C'est la partie historique entre Spassky et Fischer. Ah, magnifique. Ben, vous savez quoi, moi je vais prendre un Zveg, s'il vous Un plaît. Zveg? D'accord. Moi, je vais Jonathan. prendre un. Ouais, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Non, un Blitz. Alors, il y a un Rapide. Blitz et un Zveg. Bon, on s'installe où? Riyad. On se met sur celle-là? Ouais, celle-là, c'est très bien. Comme ça, Riyad peut se mettre là, non? Riyad. Ici. Ah, ou alors qu'est-ce qu'il y a de mieux comme ça? On voit des voilà, joueurs. tu- Bonsoir. Bonsoir. Alors attends, vous prenez quoi, les noirs ou les blancs? Ah bah, C'est on vous va- l'expert, moi je prends les Bah, blancs. où est-ce qu'on se met, Riyad? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ici, c'est bien? Ici. Bah, attends. Ah oui, parce qu'on va devoir changer de place. Ah, on change de place. J'ai déjà gagné. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci. Juste cliquer
qui est là et c'est un peu. Alors justement, bon, expliquez-moi d'où vous vient cette passion avant qu'on commence à avancer. Avant qu'on commence. C'est vrai qu'il y a une très belle lumière là, comme ça. Ouais. C'était à l'école, d'ailleurs dans la même école qui m'a amené voir l'expo Miro. Il y avait des cours d'échecs le soir, vous pouvez suivre, comme il y avait des cours de ping-pong, je sais pas, mais il y avait des cours d'échecs en tous les cas. Et mes parents m'avaient inscrit. Et quand on connaît les déplacements, déjà, on a acquis le plus difficile. Et après, c'est mettre en œuvre tout ça. Et effectivement, la série qui est sortie sur Netflix il y a... The Queen Gambit. Voilà, il y a, je sais pas, 4-5 ans. Ouais. Ah, c'est ça qui vous a... Ça va un peu, mais non, en fait, ça coïncide aussi au moment où mon père est parti. Je sais pas, les échecs, c'est revenu. Je me suis dit, c'est quand même un moment assez génial. Puis les applis, chess.com, tout ça. Ça permet de rencontrer des gens. On peut dialoguer quand on est sur l'appli avec... Ce qui est formidable, c'est quelle que soit l'heure, on peut jouer avec un type du Mexique, un Chinois, un Indien. Et puis on discute, on échange. Et puis ça demande une telle concentration. Donc là, ça va être compliqué parce qu'après le merci Guillaume... Ah, ça y est, pour vous, il est vraiment nommé ce cocktail. Ouais, merci Lambert. Alors voilà. C'est parti. Pardon. C'est à non, vous. c'est à moi. Allez, hop. Le problème, c'est que dès qu'on a... C'est un peu la fin de... La fin de l'émission. Le problème, c'est que je vais continuer à vous poser des questions en même temps que Ah vous. oui, on peut. Ben, c'est ça le plus difficile, c'est de se concentrer sur deux choses en Il même faut temps. appuyer sur le bouton. Voilà, même ça. Pourquoi est-ce que vous n'êtes jamais vraiment plongé à fond dans le cinéma? Peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs, mais vous avez jamais... C'est-à-dire plonger à fond. Vous avez jamais eu un grand premier rôle, par exemple? Parce que, pour être honnête, parce que peut-être qu'on m'a jamais proposé quelque chose qui m'est suffisamment emballé pour y aller. Peut-être parce que je me disperse, que je fais beaucoup de choses. Pas facile de se concentrer. Hein. Moi, j'aime beaucoup aussi. Je dois dire que j'ai beaucoup d'intérêt pour le théâtre, pour la scène. C'est-à-dire que là, il faut savoir que je joue mon seul en scène tous les lundis, mais le reste de la semaine, je suis en tournée avec la pièce de théâtre. Cet après-midi, j'ai fait une lecture d'une pièce. J'espère qu'on va pouvoir la jouer. Et pendant ce temps-là, le temps file. Hein. Le temps tourne, mais c'est pas grave, vous battrez quand même. Et j'adore le théâtre. J'espère pouvoir faire du théâtre très longtemps. J'adore le parcours de ces comédiens qui sont encore sur scène à 80 ans, 85 ans. Il y a tellement de rôles merveilleux encore à cet âge-là, ce qui n'est pas toujours le cas pour le cinéma. Est-ce que vous ne visez que la comédie? Tout le temps la comédie? Alors, parce que si on vous propose un grand rôle dramatique, vous le prenez ou pas? Ou c'est pas vous? Alors, comme je dis souvent, parce qu'on me dit quand est-ce que tu feras Ciao Pantin? Ouais. Oui. Avant de faire Ciao Pantin, il faut faire Inspecteur la bavure. Moi, j'adorerais faire un film très drôle. Champion du monde de Blitz, qui est là. Champion du monde de Blitz, champion de France, ils font une partie à côté de vous. Ah bah oui. Champion du monde qui sont là. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va faire pause. Ouais, on va faire pause. Et on va les regarder jouer en blitz. Ah oui. Le champion du monde de Blitz, c'est rare de l'avoir quand même. Ils font des parties en combien de temps? C'est pas vrai. Champion du monde. Ah ouais. Si, moi je veux voir ça. Ah ouais, ça faut voir. Riyad, on va filmer ça parce que c'est impressionnant. On finira notre partie tout à l'heure, on va les regarder. Le Ciao Pantin, non, c'est pas pour un... Mais est-ce que vous sauriez faire? Moi, je trouve que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la tension et enfin, moi, je trouve mon plaisir, je trouve ça merveilleux, en tous les cas, de se dire j'ai envie de faire rire. Moi, ça me va très très bien. Je suis pas du tout complexé à l'idée de pas être dans le drame. Est-ce que le rire, c'est la branche du monde du spectacle la plus dangereuse? Pourquoi? Mais en danger quand on est un artiste. Ah oui, ben c'est sûr parce que la sanction, elle est immédiate là. On ne rit pas. C'est ça qui est merveilleux. Ouais. C'est ce que j'aime. C'est qu'on ne peut pas tricher et c'est très dur et en même temps, c'est un rapport qui est presque charnel. Entendre les gens rire, faire un truc en se disant c'est là pour faire rire et puis entendre les rires tout d'un coup, il y a quelque chose de... Ah, on se dit je tiens un truc.
moi, c'est vraiment le truc qui m'excite, qui me fait. Je cours pas du tout après. Ça veut pas dire que je dis non, mais je serais très heureux à la fin de ma vie, c'est pas parce que ça s'arrête, de regarder tout ce que j'ai fait, de me dire bah tiens, c'était que de la comédie, de la connerie. Parce que même dans la comédie, il faut parfois, il faut même souvent, le plus souvent, être très sincère. Ce qu'il y a de merveilleux dans le rire, c'est quand ça vient de la sincérité. C'est quand c'est une situation qui est sincère. C'est quand on se moque du comédien qui est sur scène. Parce que c'est méchant de le faire dans la vie. Mais en revanche, quand c'est de la fiction, on se moque de la situation ou d'un personnage parce qu'il est con, parce qu'il comprend rien, parce qu'il est à côté de la plaque. Il faut le faire sincèrement pour que ça fonctionne. Il y a une dernière partie de votre carrière très importante dont on n'a pas parlé, je voudrais peut-être qu'on finisse avec ça. La partie On n'est pas couché, la partie Ruquier. Ouais. Comment il vient vous chercher et est-ce que c'est le moment où d'un seul coup vous devenez célèbre déjà, connu en tout cas? Ah ouais, honnêtement, parce qu'avant, quand je suis sur comédie, ça reste plutôt confidentiel. Il y a Maxime Vachier-Lagrave, qu'on appelle MVL, Ouais. qui est champion du monde de Glitz, D'accord. venir jouer. Avec Ils Jules peuvent venir Boussard, qui est maintenant champion de France, parce que venir nous on va maintenant. bientôt devoir rendre l'antenne. Ah ouais, il faut immortaliser la partie. Ah ouais. Allez, venez. Maxime et Jules, on vous apportez au club, venez, une petite partie, venez, on va immortaliser la partie. Magnifique. Mais donc, en fait, c'est moi qui contacte, parce qu'à l'époque, j'ai un producteur et je sais qu'il y a pas mal d'humoristes qui sont là-bas. Et je dis, j'ai une idée de copain d'avant, c'est de faire une enquête sur l'invité. Jonathan. Allez, messieurs. Messieurs, bonsoir. bonjour. Alors, qui est le champion Donc, du monde? le champion de Alors, France c'est- de partie classique, le champion du monde de Blitz. C'est ça. Bon, après, il faut que je récupère le titre. Sinon, je ne vais plus pouvoir m'appeler champion du monde. Ah oui, on remet son titre en jeu tout le Ah temps. là, ça fait 3 ans quasiment. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que vous pouvez jouer une partie sans l'échiquier? Vous regardez droit dans les yeux, et vous dites cavalier. On l'a déjà fait, on se dit les coups et tout, mais bon, on peut le faire. Hein, mais... Non, là on peut voir en vrai. C'est parti? Moi, je suis un peu impressionné. Riyad, là il y a de la réalisation, je te préviens. Ah ouais. Là, il y a du métal. Attends. Donc là vous jouez en quoi? 3 minutes? 5 minutes? Comme tu vois, je sais pas, il y a écrit moule sur la. Est-ce que vous pouvez faire en 3? Ah, moves. Est-ce qu'on peut faire en 3? Avec tes lunettes, vraiment, le tueur. Le temps de le dire, il vaut mieux rester sur 5. Ah si, on peut, ouais. On va faire 3 plus 2, c'est plus simple. Vas-y. T'es prêt? Ouais, on va partir. Attends, on met la pendule. Ah, on sait pas, c'est Rayman. Ouais. C'est bon? C'est bon. Allez. Ah putain, de mauvais souvenirs. Allez. Oui. Ça cligne là, ça. Il est fort bien préparé. Alors là. Attends, pour l'instant, pas d'erreur. Je sais pas, mais je sais Il y en a peut-être déjà. Je crois qu'il y a déjà eu 3-4 erreurs. C'est vrai? De quel côté? Oh, des deux côtés. Hein. Ouais. Ça prend pas trop de risques pour l'instant. C'est vrai? C'est très sérieux. On est à combien au chrono? Ça prend pas trop de risques. Attends, je vais faire péter tout ça. Ça joue solide là. Là, t'as déjà dans l'idée. Ouais, bah écoute. On prépare le chemin. Ah, bon. On te voit venir. Hein. Non. Alors c'est ça, vous avez aligné là les tours, dame, tour. Alors moi, il faut savoir que je joue au hasard. Hein. Ah c'est vrai? Donc j'ai aucune idée de ce que je fais. Hein. Mais ça m'a l'air joli là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une vraie réflexion à avoir. Même sur un temps aussi rapide. Oui. Bon. Ben,
Bah, je sais pas quoi faire. Ça, c'est un petit coup quand on sait pas quoi faire. Exactement. Exactement. C'est vraiment ça en plus. C'est complètement ça. C'est vraiment complètement ça. Allez, vous avez menacé la dame. Exactement. Celui-là, ce coup-là, il n'a pas été joué au hasard. Voilà. On voit l'excitation de ce coup. Là, il y a. Donc là, il s'est passé quelque chose. Alors après, à voir est-ce que ça marche ou pas. Et quand on est champion du monde de Blitz, on joue sur un vrai échiquier comme ça ou on joue à... Voilà, attends, voilà, ça sent... Oh là là, oh là. Wow. Ça va très vite. Merde. Donc là, c'est de ma faute. On rembobinera. Ouais, je viens de tricher. Mais de toute façon, je suis mat en fait. Ça marchait. Ça marchait en fait. Ah mais je parle et voilà. Et voilà. Ah, attendez, il faut que vous m'expliquiez. Là, vous êtes mat? Là, il est pas mat, il n'y a même pas échec. Ah, mais il y a une oui, menace. il va y avoir, d'accord. Ah, oui. C'est terrible. C'est absolument terrible ce qui se passe. Il faut que vous alliez au bout pour nous montrer. Ouais, bah malheureusement c'est le bout en fait. Donc, Ouais, c'est le prochain coup en fait. Bon bah je vais aller au bout. Hein. Ah, et là, échec et mat. C'est en fait ce qui s'est passé du coup. Ouais. Où était l'erreur? C'est ça qui est facile, Ouais, c'est quand ouais, ils reviennent X coups en arrière et qu'ils ont mémorisé. Là, moi, c'est. Ouais, donc là, on Ah oui, il y a eu ce fameux enchaînement là. Voilà, Tac, le donc là, coup je et vais l'excitation. Oui. Voilà. Ouais. Alors que là, ouais, il y a double menace. Là, je suis pas sûr en fait. quelque chose comme ça. Ah, il y a des 5. C'est ce que je voulais jouer, j'ai oublié de tourner deux. Après, ça, quand même. Non, t'es obligé de- enfin, Ah oui, pardon ça. Oui, et là, j'ai pas un coup. Je comprends. Mais vous pouvez revenir jusqu'à combien de coups en arrière? Vous mémorisez combien de coups en arrière? bon, alors, on est à peu près de la partie. Ah ouais? Ah bah même complètement là. Oui, là, complètement. Donc en fait, on est bien d'accord, parce que moi, il y a un moment donné, c'est essentiellement... Parce que moi, j'en suis pas du tout encore là à se souvenir qu'il faut se remettre à... C'est pas si facile. Ça demande un peu. Mais à quel moment, parce que ça devient que de la mémoire, c'est-à-dire de poser ces pièces parce que finalement chaque combinaison rappelle une partie précédente. Donc est-ce qu'il y a Alors, quand même une part de... En fait, il y a trop de parties possibles, donc on peut pas tout mémoriser. Mais on peut mémoriser la partie qu'on est en train de jouer. En fait. Ça me... Et donc, pour en revenir là. Ouais, montrez-nous. Ouais, donc là, tu l'as pris là. Et donc, en fait, j'utilise le fait que j'ai mis mon cavalier. Ah oui, comme ça, d'accord. j'attaque ce coup. Merci. Et là, vous pouvez mettre en danger ce Voilà, pion et en qui est fait- protégé par le cavalier ici. Là, vous vous Donc là, décalez en fait, pour échapper à parce que j'ai l'échec. oublié. Donc là, son roi, il peut pour le moment sortir. Ouais. Donc là, la pointe, c'est que je prenais cette case de fuite. Ah oui, là, elle peut Et pas donc, être prise là, nulle part. Je menace mat, Ouais. et je menace également ça. Ah oui, Et donc, ici, en fait, parce que... Je peux essayer de parer un peu toutes les menaces en jouant un coup comme ça, mais du coup la liaison se reconnecte ici et je suis. Oui, Jules voulait ça, mais Ouais. en fait, il y a échec. Et je suis mat à l'étouffer. Ah oui, là, vous et êtes à mat ligoter aussi partout, si vous faites ça. Ouais, c'est ça. C'est ce qui se passe quand on joue au hasard. J'attends, dans 2 minutes, je vous fais la même. Merci, messieurs. rien. Merci de nous avoir montré ça. C'est très impressionnant. Combien de parties par jour? Ça dépend. Non, mais oui, mais en moyenne, je veux dire. Déjà, c'est pas vraiment parti, c'est en heure d'entraînement, parce que c'est beaucoup d'entraînement sur ordi maintenant. Ouais. Et ça va dépendre des joueurs, moi ça peut être 3-4 heures. Et vous prenez plus de plaisir, évidemment, à jouer avec un vrai partenaire qu'avec face à En fait, l'ordi. avec l'ordinateur, on joue. Je suis pas contre l'ordinateur, parce qu'il nous massacre. Ah Ah ouais? oui, maintenant, l'ordinateur est... C'est vraiment trop fort. Il y a une série qui sort là-dessus, d'ailleurs, sur Arte, bientôt, là, sur Deep Blue et... Ah oui. Oui, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mais donc- Deep Blue était encore prenable. Oui, Deep Blue Donc est- on sera, quoi qu'il en soit, toujours perdant face à l'IA, quoi. C'est En même- fait, l'ordinateur, c'est notre partenaire d'entraînement. donc c'est- Le sparring partner, ouais. C'est ce qui va nous permettre de trouver des idées. Après, maintenant, tous les joueurs ont à peu près les mêmes ordinateurs pour s'entraîner, et donc il faut trouver des idées fortes, mais aussi qu'on peut espérer assez surprenantes pour que nos adversaires ne les aient pas vues ou s'en souviennent pas. Voilà. Et donc après, moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est les compétitions, c'est jouer contre des vrais adversaires. Et alors, Michael, explique-nous comment est née l'idée de cet endroit merveilleux, parce qu'il y en a pas tant que ça à Paris, en fait. Il y en a... On n'est pas trop loin parce qu'on a les micros quand même. Faut que vous ne soyez pas trop loin de nous.
Non, l'idée, c'est que moi, j'ai habité très longtemps à New York. Donc, je jouais à New York, Washington Square. Et en fait, j'ai appris les échecs avec mon père, avec le père de Romain. Et quand on a perdu nos pères, Vincent, c'était le prof de mon père. Donc, on a dit, c'est quoi, on va créer un club en leur hommage. Et donc, on a fait un club où on aime jouer, on aime venir, mais bon, voilà, on est des niveaux très moyens, par rapport à vous, évidemment. Par rapport à Jonathan, ça va. Les Parisiens viennent. L'amitié de venir jouer quand même chez nous. Voilà. Ah, on en revient à la Donc c'est transmission. l'idée qu'on hein, a fait en hommage, de transmission, on a vécu. Maintenant mes enfants me battent et c'est un grand plaisir. Voilà. Et on aime être là. Bon, santé. Allez, Merci. santé. Merci pour cette soirée, Jonathan. Bon, ça nous dit pas qui a gagné. Notre partie. Et ça ne nous dit pas parce qu'on va la faire. On va la faire. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on dit rien, on regarde. Moi, j'en peux plus. Ah, c'est à moi. Ces jeux pour aujourd'hui. C'est le pire. Ah, c'était le meilleur et la chance. Non, mais c'est de toute façon le pire. Ah bah non, je me recolle Div 1, enfin Div 2 ou Div 1. Oui, bien sûr.